je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, d'autant qu'on va aborder un sujet qui suscite énormément de questions, c'est l'entretien d'embauche. Alors, je dis énormément de questions, je pourrais dire aussi énormément d'appréhension et forcément, bien, je vais vous donner beaucoup d'informations, beaucoup de conseils pour que ça se passe vraiment au mieux. Et alors, pour être au plus près de vos questions, je ne serai pas toute seule, je serai avec plusieurs personnes qui ont tenu à me poser leurs questions en direct. Alors, je vous les présente rapidement. Alors, on a avec nous Natacha. Natacha, ça va? Ça va bien, merci. Super. Natacha, t'es où toi? Moi, je suis en Seine-et-Marne, dans le En, 77. en Seine-et-Marne. Alors, on t'entend pas super fort, du coup, je vais répéter ce que tu dis. En Seine-et-Marne et Dans le toi, 77. 77, ok. Et toi, tu te positionnes sur quel métier? Gestionnaire locatif. C'est une Gestionnaire reconversion. locatif. En Oui, reconversion. Ok, reconversion. ça marche. Alors, avec nous, il y a également Corinne. Ça va, Corinne? Ça va très bien, Super. merci. T'appelles d'où, toi, Corinne? Alors, l'Île-de-France, Anguin. Et, Île-de-France. oui. Vas-y, dis-nous. Et en ce moment, je cherche un poste en audit interne Audit. après une longue absence du monde du travail. OK, donc faut reprendre des repères, des Voilà, réflexes, c'est ça, savoir un peu comment ça se passe aujourd'hui. c'est ça, tout à fait. OK, ça marche. Et bah, tu vas apprendre plein de choses, tu vas voir. Il y a Merci. également Linda avec nous. Linda, ça va? Oui, ça va, merci. Et vous? Eh bah, ça va, merci. Et Linda, tu es où toi? Moi, je suis à Romainville, je suis en France dans le 93. OK, tout le monde est, situé, globalement, En au même endroit de Île-de-France. France pour l'instant. Et toi, tu te positionnes sur quoi? Dans le poste, administrateur, je suis une statisticienne, ingénieure d'État en statistique. La statistique, OK. Tu auras peut-être des points communs avec notre auditrice. On va Ouais, voir, on va voir. ouais, Merci à toi, Linda. Je vais merci à chez vous. Stéphanie. Stéphanie, ça va? Oui, très bien, merci. Très bien, très bien. Super. Alors, Donc, je suis en France également et ouais, du côté donc d'Avignon. Avignon, bah, Voilà, ça change un petit peu, on descend. voilà, c'est ça. Voilà. Avignon et toi, tu te positionnes sur quoi alors comme métier? Alors, en tant qu'assistante commerciale dans l'immobilier, dans la promotion immobilière. Promotion Voilà. immobilière, ça marche. Merci Stéphanie. Et avec nous également Barbara, mais Barbara, je sais que tu as des petits problèmes de son, je ne sais pas si on va t'entendre. Fais un petit test? Dis-nous quelque chose, Barbara? Eh ben non, on l'entend pas. Alors, pour, les personnes qui nous écoutent, Barbara est au Togo, et Barbara, j'avoue que j'ai plus en tête sur quoi tu te positionnes. Si on retrouve la liaison au niveau du son, si tu as une meilleure connexion, à ce moment-là, tu nous diras. Donc, merci à vous déjà pour cette présentation. Moi, je vais vous redonner la parole dans quelques minutes puisque je vais rebondir sur les questions que vous souhaitez me poser aujourd'hui par rapport à l'entretien d'embauche. Mais déjà, quand on parle d'entretien, généralement, les candidats vont penser avant toute chose aux questions qu'ils vont poser aux recruteurs et forcément aux réponses qu'ils vont essayer d'apporter. Mais il y a une chose, avant de penser à tout ça, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les attentes du recruteur. Et c'est extrêmement important de déjà réfléchir aux attentes du recruteur, essayer de les cerner, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir définir les arguments qui correspondent aux attentes du recruteur. Alors, je parle d'attente, c'est peut-être un terme qui est un peu abstrait pour l'instant. Quand je vous parle des attentes du recruteur, bah, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il attend le recruteur ou la recruteuse? Mais savoir si je vais pouvoir savoir si le candidat fera effectivement donc va correspondre pour assumer les missions Ouais, correspondre à quel niveau? professionnellement au niveau donc des tâches, au niveau de compétences. Exact, les Les compétences, ça compétences. entretient, ouais. Ouais, les compétences, exactement. À quoi d'autre vous pensez en termes d'attente? Parce qu'il y a pas que ça. Et aussi, je dirais, s'intégrer au sein de la société, s'intégrer avec, bien sûr, avec le reste de l'équipe. Avec l'entreprise, ouais, ça, c'est super Mmh. important. C'est aussi la personnalité aussi du Oui, candidat. exactement. Donc ça Mmh. rejoint, ce que disait Stéphanie aussi par rapport à s'intégrer dans l'équipe. Tout ça, ça relève de la personnalité. Alors vous avez raison, je vais reprendre un petit peu tout ça et je vais prolonger parce que, en fait, globalement, ce que vous avez dit, vous avez parlé des compétences et vous avez raison. Les compétences, donc les savoirs, c'est-à-dire toute la théorie qui correspond à votre métier, qui vous permet aujourd'hui de savoir exécuter votre métier. Il y a aussi dans les compétences votre savoir-faire, donc ça veut dire toutes les compétences techniques que vous maîtrisez, qui vous permettent de le pratiquer au quotidien sur le terrain, votre métier, et aussi les compétences comportementales, ce dont vous avez parlé, donc les soft skills, comme on dit aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le volet compétences. Le recruteur, il veut être sûr que vous avez toutes les compétences dont il a besoin pour le poste, pour réussir à vraiment exécuter de manière efficace les missions.
Il y a aussi, en termes d'attente, la motivation du candidat. Est-ce que le candidat, il est vraiment intéressé par ce poste et par cette entreprise? Pourquoi c'est devenu vraiment une donnée essentielle aujourd'hui pour le recruteur? Parce que, les recruteurs ont ont eu régulièrement des candidats qui correspondaient au profil, mais qui n'avaient pas réellement d'envie d'intégrer, par exemple, leur entreprise et qui donc finalement se reportaient sur un autre choix. Ce qui est tout à fait possible, hein, vous pouvez avoir plusieurs choix, plusieurs réponses positives et forcément, bah, vous allez dire: «Non, je ne vais pas dans l'entreprise A, je vais dans l'entreprise B». Mais le recruteur le sait aussi ça. Donc il va vouloir s'assurer que vraiment, vous êtes une personne qui a envie d'intégrer son entreprise, qui a envie de faire les missions du poste. Déjà pour être sûr que, bah, vous ne risquez pas de partir, au bout d'une semaine ou Mmh. 2. Ça c'est des choses qui sont vues, hein, côté recruteur. Moi-même je l'ai vu une fois dans une entreprise où j'étais, quelqu'un est parti au bout d'une semaine, parce que finalement ça l'intéressait pas plus que ça. Bon, soit, mais ça arrive. Mais du coup, le recruteur essaie d'éviter ça Mmh. et puis aussi, pour un recruteur, la motivation, ça veut dire ça correspond aussi à l'investissement que vous allez mettre dans le poste. Quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour bien faire, pour faire du bon travail, pour, aussi véhiculer une image positive de l'entreprise, pour aussi, être solidaire de ses collègues. Ça veut dire tout ça, la motivation, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment un critère qui est très important chez les recruteurs et je peux vous garantir que j'entends énormément, énormément de recruteurs qui disent: «Oui, ce candidat a des compétences très intéressantes, mais je ne l'ai pas senti motivé» et ça, c'est rédhibitoire. S'il n'y a pas cette motivation, cet intérêt, eh bah, clairement, les recruteurs, globalement, se portent pas sur votre candidature. Sauf s'ils sont coincés, très franchement, c'est ça. Mais il leur faut compétences et motivation et encore autre chose. Encore autre chose, c'est vraiment l'adéquation entre, finalement, le candidat, son profil et les besoins, les enjeux du poste. Le recruteur, il recrute pas, comme ça au hasard. Le recruteur, il a un besoin pour l'entreprise. Soit il est dans l'entreprise, soit c'est une entreprise qui a demandé au recruteur de trouver, la bonne personne pour tel et tel et tel besoin. Donc il faut aussi que le candidat puisse répondre à ces besoins de l'entreprise. Et donc là, c'est à vous aussi d'essayer de vous demander quand vous prenez une offre d'emploi, bah, tiens, quel serait le besoin de l'entreprise? Si par exemple, vous voyez que dans l'offre d'emploi, c'est marqué, qu'il s'agit d'un poste à pourvoir pour renforcer l'équipe, ça veut dire que, bah, il y a clairement ce besoin-là. Ça veut dire que l'équipe peut-être, suit pas aujourd'hui par rapport à la quantité de travail ou a besoin d'une compétence supplémentaire et donc, c'est ça l'idée, c'est ça l'enjeu. Et donc, ça veut dire, si c'est par exemple pour renforcer l'équipe, pouvoir s'intégrer rapidement, comme vous le mentionniez d'ailleurs, pouvoir s'intégrer rapidement à l'équipe pour apporter ce support et être opérationnel avec l'ensemble de l'équipe tout de suite. Donc là, par exemple, vos capacités d'intégration, de communication, de collaboration, elles vont être importantes. Elles vont être même déterminantes peut-être dans votre recrutement. Donc vraiment essayer de trouver les besoins du poste. Et alors, je fais juste, un parallèle avec une question. C'était Stéphanie qui avait une question. Ben, par rapport à tout ça, enfin, en fait, c'est que enfin, je sais pas si je comprends bien l'attente, parce que moi, je me positionnais effectivement là, à aujourd'hui, par rapport à mes multiples donc changements professionnels où je suis restée un an. Effectivement, là, je pense que là, le recruteur, il a vraiment besoin de savoir effectivement, de connaître, de sentir ma motivation, Mmh. donc là, je pense, mais aussi également ah oui, parce que du coup, de peur que je change au bout C'est ça. d'un an également, Exactement. mais en même temps, comme je te par rapport aux questions que je t'ai posées, il y aurait pas eu tous ces petits déboires, je serais toujours restée, bah, Alors dans là, les anciens postes, là, non? je sais de quoi tu parles. Là, je suis pas là-dessus. Je suis plutôt sur les Mmh. questions qui portaient sur comment finalement je vais justifier ma candidature. Eh oui, Par oui. rapport justement à ces changements et peut-être qu'il y en a d'autres, ici ou parmi les personnes qui vont nous écouter qui ont, peut-être eu plusieurs missions qui pourraient interpeller le recruteur. Tiens, est-ce que cette personne, elle pourrait rester sur le long terme dans une entreprise? Forcément, ça Mmh. va interpeller. Surtout si vous vous positionnez sur du CDI, le recruteur aura un besoin, entre autres, c'est une personne qui veut rester dans une entreprise sur la durée, qui a pas envie d'un changement dans 1 an, dans 2 ans. Parce qu'il y a plein de personnes aussi qui veulent ça, qui choisissent un poste, mais on va dire dans une optique d'être juste un intermédiaire parce qu'elles veulent, effectuer des missions ou développer des compétences pour encore autre chose après. Et il y a des personnes qui veulent rester dans une même entreprise pendant des années, faire carrière dans une seule entreprise, avoir de la stabilité et pas changer dans 2 ans.
Ça, faut annoncer la couleur tout de suite, Oui. dès ta candidature, parce que c'est pas à l'entretien qu'il faudra l'expliquer. Tu auras peut-être même pas l'entretien si tu l'expliques pas d'ailleurs. Dans la candidature, il faut être clair, c'est-à-dire: «Aujourd'hui, qu'est-ce que je recherche? Quelles sont mes attentes moi en tant que candidat?» parce qu'il y a pas que les attentes côté recruteur, ça va dans les 2 sens. C'est pareil, les besoins, il y en a du côté entreprise, il y en a du côté candidat, donc il faut être clair là-dessus. Et moi, ce que je recherche aujourd'hui, c'est une entreprise dans laquelle je pourrais, m'investir sur la durée, pour continuer aussi, à la fois pour apporter mes compétences, mais encore pour en développer de nouvelles et je l'espère, apporter de l'efficacité pour les missions d'entreprise et pour la réussite de l'entreprise. Montre que tu as envie vraiment de faire du chemin avec une entreprise. Que tu peux dire: «Moi, ce que je recherche, c'est la stabilité» et là, je te dis: «Affiche la couleur dans la candidature». Comme ça aussi, tu auras moins de questionnements pendant l'entretien. Si tu as OK. déjà levé un doute, tu auras forcément moins de questionnements là-dessus, tout simplement. Alors, je vais continuer là, c'était vraiment pour faire une petite introduction sur les attentes du recruteur, parce que maintenant qu'on a dit ça, il va falloir qu'on parle des questions et ça m'amène à une question de Linda. Linda, tu as une question très générale, mais qui va tout résumer. Dis-nous tout. Oui, c'est sur, les questions de l'entretien qui revient généralement beaucoup plus, par rapport, aux recruteurs. Ouais, Quelles sont les questions qui reviennent, toujours? OK et ben, on va te répondre à ça et en fait, avant de t'apporter, des réponses par rapport à ça, moi, j'ai envie de faire un petit tour là pour, demander à tout le monde quelles sont les questions, que vous avez régulièrement en entretien pour celles qui ont fait peut-être des entretiens il y a pas longtemps. Moi, Barbara, c'est tu très peux nous important. l'écrire ta question parce que je pense qu'on a toujours pas de son de ton côté. Alors Corinne, vas-y. Alors, je crois que la première question qu'on me pose, parce que j'ai eu à passer d'entretien, c'est parlez-nous un peu de vous, Eh ben voilà, gagné, présentez-vous. Voilà. gagné. C'est vraiment la Gagné première question. et c'est normal en même temps, c'est l'entretien d'embauche, c'est quoi? C'est un échange, c'est une conversation. Donc quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas, on se présente, on pose un petit peu le contexte, c'est exactement ça, hein. Donc j'y reviendrai. Donc ça oui, moi je valide. 1re question, présentez-vous, parlez-nous de vous, parlez-moi de vous. OK, quoi d'autre comme question? Alors je reste juste un petit peu avec Corinne, comme ça elle finit, après je vais voir les autres. Tu as d'autres questions, Corinne, ou pas? Oui, en général, il parle aussi de comment aussi j'ai eu à postuler par téléphone avec des sociétés en Afrique parce que je suis ouverte à l'international. Et la Ouais. première question qu'on te posait, c'est quelles sont vos prétentions salariales dès le début de l'entretien, quoi. C'était vraiment une limite, avant de commencer, même parfois on posait la question, les prétentions salariales. Mais ça, c'était en Afrique, hein, on est d'accord? Oui, ça c'est ce qu'on me posait OK. ici, quand on posait ça. Ouais, parce qu'en France, tu auras cette question, mais plus en fin d'entretien. Et encore, tu auras la On est question, d'ailleurs. elle revient de plus en plus souvent, cette question, surtout si le salaire n'est pas affiché clairement dans l'offre. Parfois, il est même pas affiché, parfois il y a juste une fourchette. L'entreprise se positionne pas, de manière définitive sur le salaire dans l'offre d'emploi. Ça veut dire aussi qu'il y a une marge de négociation possible. Donc sur cette question-là, je reviendrai également. Tu as d'autres questions ou c'est bon pour toi, Corinne? La dernière question, deux questions que j'ai entendues, c'est avez-vous des questions, voilà, à la fin de l'entretien en Voilà, les général. classiques aussi. Les points forts et faibles. Voilà, c'est les questions OK. que j'ai eues. Donc ça, je vais revenir également. Alors, je vois que Barbara, nous a écrit ces questions. Pourquoi postulez-vous? Oui, bah ça fait écho aux attentes du candidat. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'y reviendrai. Et qu'est-ce que tu nous as mis? Quelles sont vos compétences? Ouais, ça marche. Stéphanie, tes questions, toi, qui reviennent souvent, c'est quoi? Lors d'une expérience, pouvez-vous me dire comment vous avez fait pour relever un défi, relever un challenge? Voilà, Ouais, exactement. voilà. Exactement, ça j'y reviendrai aussi, c'est, hem, raconter, on va dire, quelque chose que tu as vécu et surtout ça va permettre aux recruteurs, bah, de te mettre un petit peu en situation, de voir comment tu agis et réagis dans une situation similaire à celle que tu pourrais rencontrer sur ton prochain poste. Mmh. C'est extrêmement intéressant pour un recruteur parce que, du coup, c'est vrai que les questions classiques: «Présentez-vous, quelles sont vos compétences?» et cetera, on prépare les réponses pour ça. Donc c'est déjà, tout tracé, vous savez ce que vous allez dire. Par contre, la situation, c'est un peu comme raconter une histoire et il y a plus d'authenticité, en fait, là-dedans et donc ça permet encore de plus saisir la personnalité du candidat et aussi vraiment d'arriver à mieux percevoir, même d'imaginer, en fait, comment le candidat agit en terrain professionnel. Donc c'est vraiment le genre de questions qui intéresse les recruteurs. J'y reviendrai aussi là-dessus. D'autres questions, Stéphanie? Ou c'était bon Non, pour toi? non, OK et Natacha, tu dis quoi? Le temps que tu retrouves le son, Natacha, je vais chez Linda?
Bah non, Linda, c'est Oui, toi qui nous as posé la question, du coup, je vais pas chez toi. Et Ben, Nathalie? oui. ben oui, j'ai une question. Pourquoi vous et pas un autre? Eh bah, c'est une bonne question. Pourquoi vous et pas un autre? OK. Autre chose ou pas? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans ou quelque chose? Ouais, ouais, ouais. OK, alors on va reprendre un petit peu tout ça. Donc, la question de la présentation, là où elle est extrêmement, à la fois stressante pour vous et importante également, c'est que c'est la première. La première, donc c'est vraiment les premiers mots que vous allez prononcer en entretien. Il faut que ces mots, ils soient tout de suite marquants et que le recruteur se dise: «Ah ouais, cette personne, c'est intéressant ce qu'elle me dit, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de continuer à discuter avec elle». Donc pour arriver à ça, il faut éviter de faire les présentations, classiques, c'est-à-dire, de reprendre votre CV, en fait, dans la chronologie de votre CV. Bon, bah, déjà, j'ai passé un bac telle année, tel lycée et cetera et cetera. C'est pas pertinent de fonctionner comme ça parce que le recruteur a déjà lu votre CV. Il a déjà été intéressé par votre CV. Donc maintenant, s'il vous repose la question de finalement parler de votre parcours alors qu'il a déjà vu votre CV, il faut lui apporter quelque chose en plus. Sinon, l'entretien, il sert à rien. Il y a aussi, un type donc on ne suit pas la chronologie du CV. Ensuite, il y a un type de présentation qui ne fonctionnera pas du tout et que j'aime bien appeler, alors je me moque un petit peu, j'avoue, j'aime bien l'appeler la présentation mythique, comme le site de rencontre. Ça, c'est les personnes qui vont dire j'aime bien cette expression. Ça, c'est les personnes qui vont dire: «Bonjour, je m'appelle untel, j'ai tel âge, j'ai 2 enfants, je suis mariée, j'habite à tel endroit». Le recruteur a envie de savoir si vous avez qui correspond à ses besoins. Donc ça, c'est pas les informations qui vont être pertinentes par rapport à votre candidature. Donc, il faut aller tout de suite, direct sur ce qui va être pertinent. Donc, comment on fait? Moi, j'ai développé une technique par rapport à ça, par rapport à la présentation en entretien qui marche super bien. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien juste en dessous quand je diffuserai cette vidéo sur ma chaîne parce que ça marche à fond, cette technique-là, en 3 étapes. La première étape, vous reposez le contexte. Reposer le contexte, ça peut sembler peut-être inutile et pourtant c'est utile parce que le recruteur peut recruter pour plusieurs postes en même temps. Donc, je me présente à vous aujourd'hui pour le poste 2. C'est ça, reposer le contexte. Rappelez pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes face au recruteur aujourd'hui et en même temps, en disant ça directement, clairement, vous montrez que vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour ça, pas pour autre chose. Vous êtes là pour ça. OK. Vous êtes affirmé et c'est parti, vous montrez qu'il y a de la détermination, de la conviction déjà dans votre propos. Ensuite, il va falloir essayer de balayer un petit peu votre parcours pour que le recruteur comprenne aussi votre cheminement. C'est ça l'objectif. Le recruteur, il n'a pas besoin de savoir que vous avez été au collège Pierre-Paul Jacques dans la rue Intel. Il a besoin de comprendre les grandes étapes clés de votre parcours qui vous ont amené étape après étape à venir vers cette candidature aujourd'hui. Donc, rappeler les étapes clés, ça peut être rappeler les différents secteurs professionnels par lesquels vous êtes passé s'il y a eu différents secteurs ou rappeler la montée en compétences que vous avez eue ou peut-être les choix stratégiques que vous avez faits dans votre carrière, même si ça vous a amené peut-être à suivre des chemins différents. Mais à chaque fois, ça vous a potentiellement appris quelque chose qui vous a permis d'aller sur la mission d'après. Et puis, il faut se dire aussi que, plus on avance, plus on évolue, plus aussi les envies évoluent. Donc, par exemple, ce que vous vouliez il y a, je sais pas, 10 ans, 15 ans en arrière, vous voulez peut-être pas la même chose aujourd'hui et ça s'explique. Il faut juste le dire. Il faut juste le dire. Pourquoi peut-être vous êtes passé d'une mission il y a 10 ans à ce que vous faites aujourd'hui si c'est pas la même chose? Tout s'explique et le recruteur a juste besoin de comprendre. Donc ça, c'est vraiment super important, les étapes clés, les moments clés de votre parcours. Ça, c'est pour balayer votre parcours sans répéter le CV et une fois que vous avez dit ça, en fait, dans votre discours, vous revenez à aujourd'hui, à cette candidature et il faut pas vous arrêter là. Il faut tout de suite vous projeter, dire de quoi vous avez envie, dire quelles sont vos attentes et en fait dire ce que vous recherchez aujourd'hui. Parce que en disant ce que vous voulez aujourd'hui, en fait, sans le dire, vous allez faire le lien avec l'offre parce que ce que vous voulez aujourd'hui, dans la logique, c'est exactement ce que propose l'offre, donc c'est exactement ce que propose l'entreprise. Et si vous en arrivez à ça, le recruteur, il va se dire: «Ah ben c'est génial parce qu'en fait, ce qu'elle veut cette personne, bah, c'est ce qu'on propose aussi et c'est ce dont on a besoin». Donc c'est très bien. Et là, il y a vraiment une rencontre entre vous et l'offre d'emploi, donc entre vous et l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est pas facile aussi dans la présentation, c'est comment on la conclut, la présentation. Et bah, ouais, pour pas finir avec un blanc ou avec un «voilà». «Voilà» ne sera jamais une conclusion.
Et donc, vous pouvez dire, par exemple, en conclusion: «Et c'est pour ça que je vous présente ma candidature aujourd'hui». Ah, bien sûr, il faut que le discours aille avec cette phrase, avant, hein. Mais si vous avez balayé les grandes étapes de votre parcours, dit ce que vous recherchez aujourd'hui, cette conclusion arrivera de manière très logique: «Et c'est pour ça que je vous présente ma candidature aujourd'hui». Et là, le recruteur va se dire encore une fois: «Cette personne sait exactement ce qu'elle veut, cette personne est au bon endroit dans cet entretien, ce qu'elle cherche, c'est ce qu'on a à proposer et ce qu'elle propose, c'est ce qu'on cherche aussi». Donc vous voyez, ça dure 2 minutes, hein, pas plus, hein. En 2 minutes, tout de suite, vous pouvez marquer les esprits et on est d'accord pour se dire qu'un entretien, c'est long, mais du coup, l'entretien, on ne peut pas se rappeler de tous les mots qui ont été prononcés en entretien et c'est pour ça que, généralement, on va plus se souvenir du début et de la fin et de quelques temps forts dans l'entretien, mais le début, on s'en souvient généralement, la fin, on s'en souvient généralement. Donc votre présentation, elle va être impactante et ça va rester même après l'entretien, en fait. Et surtout, si vous faites ça, franchement, c'est pas tous les candidats qui font ça. Donc là, déjà, d'entrée de jeu, vous vous démarquez et vous êtes déjà impactant dans votre discours, dans votre échange. Donc ça, c'est pour la présentation. Je vous dis, je vous mettrai des liens juste en dessous de la vidéo pour reprendre les vidéos de présentation avec des exemples d'ailleurs si vous le souhaitez. Question d'après, alors un petit peu pêle-mêle parmi toutes les questions qui m'ont été posées. Je vais prendre une question de Corinne qui était les qualités, les défauts. Les qualités, les défauts, alors soit on va vous demander vos qualités, vos défauts, parfois on ne le demande pas, hein, c'est pas systématique non plus, mais ça revient très souvent, c'est vrai. Soit on vous dit 3 qualités, 3 défauts. Alors, moi, je conseille d'en préparer 3 de chaque, parce que parfois les recruteurs en demandent 3. S'ils demandent pas 3, vous verrez combien vous en donnez. 3, c'est bien parce que c'est pas trop peu. En dire qu'1, franchement, c'est pas assez. Si vous commencez à en dire 5, 6, c'est beaucoup trop. 3, c'est pas mal. C'est un bon équilibre, mais si vous voyez que l'entretien s'éternise, que le recruteur regarde sa montre, là, je conçois que vous ne disiez pas forcément les 3. Ce qu'il faut bien retenir, c'est comment vous allez en parler de ces 3 qualités, de ces 3 défauts. Surtout, il faut pas se contenter juste de les mentionner. Moi, ma qualité, c'est ça. Moi, mon défaut, c'est ça. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Le recruteur, il va pas vous croire sur parole. Parce qu'on peut tout dire, hein. Le recruteur, il vous connaît pas. Et donc, vous pouvez tout dire. Ce qui va compter, c'est que le recruteur se dise que ce que vous dites, oui, c'est vrai. Il y croit. Et pour qu'il y croit, il faut lui prouver. Donc, pour lui prouver, en fait, il faut lui expliquer les choses. Donc, pour la qualité et le défaut, moi, ce que je conseille, une fois que vous l'avez mentionné, la qualité ou le défaut, déjà, vous donnez le sens que ça prend pour vous, ce mot-là, de qualité, enfin la qualité que vous aurez nommée, le défaut que vous aurez nommé. Pourquoi? Parce que déjà, tout le monde ne met pas le même sens dans ces mots-là. Si par exemple, je sais pas, je prends n'importe quoi, hein, vous dites que vous êtes quelqu'un d'investi, tout le monde n'a pas le même investissement au travail, hein. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Il y a des gens qui se sentent très investis alors que leurs collègues trouvent qu'en fait, ils en font pas grand-chose. Donc tout ça pour dire que, on met pas tous le même sens dans les mots. Donc c'est pour ça que ça va être important qu'en une seule phrase, il faut pas être trop long, hein, en une phrase, vous disiez le sens que ce mot-là a pour vous et après, c'est là où vous allez prouver. Après, vous contextualisez. Ça veut dire vous, donner un exemple de situation professionnelle dans laquelle vous avez, ou de situations, personnelles, ça dépend de ce que vous allez nommer comme qualité et défaut, mais dans laquelle vous avez exploité cette qualité ou ce défaut. Donc pour la qualité, c'est facile de dire voilà, par exemple, quand j'ai fait ça, ça, ça et puis vous mettez en évidence votre qualité. Pour le défaut, attention, le défaut, il va falloir que, vous dans votre explication, vous montriez, vous fassiez ressortir comment vous canalisez ce défaut. Parce que l'objectif de la question des défauts, c'est déjà pour voir, comme les qualités d'ailleurs, c'est déjà pour voir si vous savez prendre du recul sur vous, si vous savez faire une auto-analyse pour voir, détecter vous-même vos points forts et vos points faibles. Et le défaut, l'objectif, une fois qu'il est détecté, bah, c'est d'essayer de le canaliser, qu'il ne ressorte pas trop au travail, pour pas que ça impacte trop le travail, voire l'équipe. C'est ça l'objectif aussi de la question des défauts. Stéphanie, je vais vers toi, je vois que tu as une main levée, dis-nous tout. Oui, parce que je rebondis par rapport donc aux défauts effectivement. Moi, c'est vrai que j'ai un problème parce que moi, en défaut, je dirais que je suis une personne directe et Oui, franche. ouais. Donc, je remarque les recruteurs ils aiment pas trop, hein, donc pour pas dire pas du tout. Donc c'est quand même, a assez difficile, enfin, comment vraiment, par exemple, dire qu'on est direct, comment, justifier, comment argumenter le fait qu'on puisse prendre du recul? Par exemple, moi je dis, j'ai tendance à dire: «Je suis direct, mais donc, c'est pour ça que de temps en j'avoue que maintenant je préfère différer, mes réponses,
afin donc de ne pas être trop brutale et ni spontanée dans mes réponses, mais j'ai pas l'impression que j'argumente bien en le Tu le disant. dis exactement comme ça en entretien? Ben oui, OK. Non, mais c'est bien parce que du coup, moi, ça me permet de savoir exactement ce que tu fais pour pouvoir te répondre de la manière la plus adaptée. Alors, moi, ce que j'apprécie dans ta réponse, c'est que déjà, tu commences à expliquer comment tu procèdes sur un terrain professionnel. Maintenant, c'est sûr qu'il faut convaincre le plus possible. De toute façon, quel que soit le défaut que vous allez utiliser, le défaut, forcément, ça vous met pas en valeur et ça peut vous pénaliser. Mais l'explication, que vous allez donner peut aussi largement, vous valoriser au final, et apporter du positif dans votre discours. Donc l'idée, c'est toujours de rassurer le recruteur. Donc, pour toi Stéphanie, je suis, une personne franche, c'est-à-dire que j'aime bien dire les choses telles que je les perçois pour être clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et parce que c'est dans ma nature aussi d'être sincère. On va dire en gros, ça c'est pour l'explication. Après tu l'expliques avec tes mots, je te fais juste un petit exemple. mmh, Pour que le recruteur comprenne bien ce que toi tu entends par le mot franche. Ensuite, c'est là où il faut nuancer. C'est là où tu vas montrer que effectivement, par exemple, tu peux dire: «L'expérience m'a appris» et c'est là où déjà tu te mets en valeur en disant: «L'expérience». Ça veut dire déjà j'ai pris du recul, déjà j'ai compris, d'accord? «L'expérience m'a appris, que c'est important de nuancer un peu le propos pour ne pas être trop brutal, pour ne pas heurter, pour ne pas, créer un climat malaisant, dans l'équipe ou quelque ambiguïté dans l'équipe. mmh, Donc je pèse mes mots aujourd'hui, sans dénaturer ma sincérité, mon authenticité, mais je fais attention aux mots que j'utilise pour ne pas heurter et pour qu'il y ait aussi toujours une transparence quand même, dans ce que je pense et avec mes collègues. Et les mmh. collègues, au final, bah, savent qu'ils peuvent se fier à ce que je dis, puisque je dis toujours ce que je pense, mais en mettant les formes. Ah oui, tout Et à là, fait. tu vois, si tu le dis comme ça, tu laisses Oui, entendre que, tu es attentive aux relations avec l'équipe. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est probablement ce qui est le plus, compliqué, pour une entreprise, c'est les difficultés dans l'équipe. C'est-à-dire si, par exemple, il manque une compétence, on peut recruter. S'il manque un matériel, on peut l'acheter. Mais si ça va pas dans l'équipe, ah bah, qu'est-ce que c'est compliqué parce que, s'il y a juste 2 personnes qui sont en désaccord, bah, après ça se propage. C'est-à-dire qu'il y aura des soutiens d'un côté et de l'autre et puis ça va s'amplifier et puis ça va parler et puis ça va créer, vraiment un climat très désagréable, ce qui va peser aussi après sur le travail, sur la concentration et cetera et cetera. Et le recruteur va absolument éviter ça parce que c'est je dis pas que c'est impossible à gérer, mais qu'est-ce que c'est compliqué et mmh, ça peut prendre des mmh, proportions énormes. Donc tu vois, mmh. il faut toujours être rassurant, montrer que tu as compris, que tu as appris et qu'aujourd'hui tu fais les choses différemment. Parce que tu as Ouais, appris et voilà, en étant rassurante, du coup, ce sera beaucoup plus facile de faire passer ce défaut-là. Et en plus, tu montreras ta franchise en disant que tu es franche et que tu fais ouais, attention à ça dans la forme. Le fond est ouais, toujours là, mais la forme, tu y fais forme attention. est différente, ouais, tout à fait, merci. Bah, je t'en prie. Juste une dernière chose par rapport à ça, les défauts, il faut les assumer en entretien parce que le recruteur va aussi juger de votre franchise à ce moment-là. Parce que c'est pas facile dans un moment où il y a un tel enjeu, l'enjeu de l'emploi, de dire: «Ben, moi j'ai un défaut, c'est ça. Moi j'ai des défauts, c'est ça, c'est ça». Donc, si vous le faites sincèrement, c'est-à-dire en n'essayant pas de prendre des défauts qui ne sont pas vraiment des défauts, le recruteur verra que vraiment vous avez joué le jeu et ça aussi, ce sera apprécié. Ça se voit tout de suite, hein, les défauts qui ne sont pas vraiment des défauts, hein. Mmh, Donc faites c'est attention à pourquoi. ça. Oui, Là, la franchise, tu te mets en difficulté, donc tu es sincère et après, bah, ton explication, va te permettre de rebondir sur quelque chose de positif. Ton expérience, ta mmh. prise de recul, tu fais attention, tu mets les formes. Ça va? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'on est gourmande? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire vraiment en entretien? Bah, si ça sert à Gourmandise, quelque chose dans l'entretien, oui. Si tu travailles dans le domaine agroalimentaire ou je ne sais quoi, d'accord, mais OK, là, d'accord, il faut quelque chose, quelle que soit la question, mmh, chacune des réponses doit servir pour le poste que vous convoitez. Si ça sert pas, d'accord, ne vous en d'accord, c'est bon, OK. parfait. Alors celle-là, elle est faite. Je passe allez, je vais changer un petit peu. Alors qui m'avait dit ça? C'était Barbara qui avait dit les compétences, c'est ça, hein? Ouais, Barbara, tu avais parlé des compétences. Quelles sont vos compétences? Alors là, la difficulté avec cette question, c'est que les compétences, vous en avez parlé dans le CV, vous en avez parlé dans la lettre, il faut en reparler en entretien.
en essayant de ne pas dire la même chose. Sinon, encore une fois, c'est pas très intéressant pour un recruteur. Il a déjà lu votre candidature. S'il entend la même chose, il apprend rien. Donc, cette question ne vous aura pas servi à vous aussi en tant que candidat. Donc, l'idée, c'est d'aller encore plus loin que ce que vous avez dit dans la candidature. De dire: «Moi, par exemple, mes principales compétences pour le poste, c'est ça, ça, ça. Ce que j'ai pu développer, par exemple, dans tel environnement, ce que j'ai pu développer sur telle mission. À côté de ça, j'ai également appris à ça, ça, ça». N'hésitez pas à remettre dans le contexte. C'est-à-dire, par exemple, prendre une situation que vous avez dû, gérer ou un projet sur lequel vous avez dû travailler ou n'importe quelle mission et de dire vraiment ce que ça vous a permis de développer. N'hésitez pas aussi à remettre dans le contexte de votre expérience. Par exemple, je sais pas, 10 ans d'expérience, dans ce domaine-là, ça m'a appris ça, ça, ça. Aujourd'hui, je vois les choses de telle manière. Aujourd'hui, je les aborde de telle manière grâce à cette expérience. Voilà, l'idée, c'est globalement de faire ressortir des compétences que de toute façon vous aurez déjà développées dans la candidature, mais en les abordant autrement, en prenant aussi un peu plus de temps pour en parler parce que quand on parle, ça va beaucoup plus vite que quand on écrit ou quand on lit. Donc vous avez aussi cette possibilité-là. Je rappelle vraiment les compétences, il ne faut pas se baser que sur les compétences techniques. Faites vraiment un gros point sur vos compétences comportementales. C'est très important, c'est très recherché aujourd'hui par les recruteurs. Donc tous les aspects de votre comportement, vos traits de personnalité, mais professionnels, que vous pouvez réutiliser au travail et que d'ailleurs vous réutilisez au travail, que peut-être d'ailleurs vous avez appris à exploiter au fil de votre expérience. Je prends un exemple vraiment au hasard comme ça. Par exemple, la discrétion professionnelle, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les bouquins, même si on nous dit: «Bon, bah, il faut, faire attention à pas, révéler certaines informations», mais sur le terrain, c'est pas aussi simple que ça. Ça veut pas juste dire se taire. Non, parce qu'il y a des informations qu'on doit communiquer, mais il faut faire attention, par exemple, à comment on les communique. Il y a des informations sensibles, par exemple, quand on accompagne des gens qui sont un peu dans la difficulté, donc il faut faire attention à beaucoup de choses et ça se développe aussi à force d'expérience. Donc faites valoir cette expérience. Donc, je résume, les compétences, c'est à la fois sur l'aspect technique et sur l'aspect comportemental. Et toujours faire le lien avec l'expérience que vous avez eue et qui vous a permis de développer ça. Peut-être aussi, c'est en étant au contact d'une personne que vous avez observé une compétence qui vous intéressait et que vous avez cherché à la développer. Bah, ça, mettez-le en valeur aussi. C'est important. Il y a des compétences que vous aurez développées très tôt dans votre parcours et des compétences aussi que vous allez développer au fil du temps. Bah, marquez cette évolution aussi quand vous présentez vos compétences. Comme ça, encore une fois, vous allez faire valoir votre expérience. Et retenez aussi, on ne répète pas le CV. Très important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, le trou dans le CV. Ah bah, les le trou dans le CV. Moi, j'arrête pas de dire en entretien, tout peut s'expliquer. Tout doit se dire et tout peut s'expliquer. Après, c'est la manière dont vous allez formuler qui va être importante, qui va être déterminante parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de rassurer le recruteur. Le recruteur, il voit un trou dans le CV. Bah, curiosité professionnelle, il a envie de savoir ce qui s'est passé, mais pas pour, vraiment savoir ce qui s'est passé, pour se dire au final: «OK, quoi que soit la raison, cette personne aujourd'hui elle est prête à travailler, elle est prête à s'investir sur le poste». Il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer un trou dans le CV, chacun a sa raison. Parmi les raisons qui reviennent régulièrement, c'est par exemple la pause pour élever les enfants. Bah, j'ai fait une pause de tant d'années pour élever mes enfants, pour être avec eux dans les premières années de leur vie. Aujourd'hui, ils sont grands, aujourd'hui ils vont à l'école, aujourd'hui ils ont moins besoin de moi, aujourd'hui ils ont de l'autonomie, ils sont autonomes, aujourd'hui j'ai un moyen de garde, voilà et c'est comme ça que vous allez rassurer le recruteur et donc l'idée c'est de conclure sur un peu comme je disais d'ailleurs pour la présentation et c'est pour ça qu'aujourd'hui et bah, je suis disponible et surtout je suis prête, j'ai envie de revenir sur le terrain professionnel. Donc marquez votre disponibilité, marquez aussi que dans votre esprit vous êtes prêt, parce que c'est ça aussi. Le recruteur ça il va le chercher, il va l'observer. Est-ce que même si vos mots, votre discours dit que vous êtes prêt ou prête, est-ce qu'il vous ressent prêt ou prête mentalement à vous investir sur le poste? Donc c'est pour ça que, par exemple, la question des enfants, ça arrive, hein, qu'il y ait des personnes qui disent, «Bon, bah, c'est bon, mon enfant a 3 ans, par exemple, maintenant il va à l'école, donc c'est bon, je peux reprendre le travail», mais le recruteur sentira que la personne, elle a encore elle a pas encore suffisamment de détachement et ça va se sentir. Ah, il y a un petit sourire de Corinne. Ça va se sentir, donc ça, ce sera pas,
à 100 rassurant pour un recruteur. Après, je prends cet exemple-là parce qu'il est classique, mais les recruteurs, à force de rencontrer des gens, ils entendent aussi beaucoup de choses, beaucoup d'histoires et il y a par exemple de plus en plus, les burn-out qui font qu'une personne a arrêté ou les problèmes familiaux, ça arrive. Alors là, surtout, ne rentrez pas dans les détails de votre vie privée, ça regarde pas le recruteur et il faudrait pas, tendre la perche pour qu'il ait envie de vous poser des questions qu'il ne devrait pas vous poser parce que c'est trop privé. Mais donc c'est pour ça, c'est à vous aussi de mettre les limites de ce que par rapport à ce que vous allez dire. Donc, problème familial, ça se dit. J'ai eu, des difficultés ou un problème familial à régler. C'était un problème important, donc j'ai fait un choix. J'ai fait un choix qui a été d'arrêter de travailler pour m'occuper pleinement de ce problème parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire les 2 en même temps. Je ne pouvais pas être pleinement efficace dans mon travail et comme ça, vous montrer que vous avez ce souci d'efficacité-là et m'occuper pleinement de cette difficulté-là. Donc j'ai fait ce choix, de mettre en pause et pause, ça veut dire que vous aviez déjà prévu de reprendre, hein, de mettre en pause, ma carrière pour m'occuper de cette difficulté-là. Aujourd'hui, si je reviens, c'est parce que c'est pleinement réglé. J'attendais ça, je suis ravie de pouvoir revenir justement, de reprendre mon parcours, que j'ai arrêté et aujourd'hui, je suis pleinement prêt ou prête à reprendre, à m'investir sur un terrain professionnel et surtout, j'en ai envie. Et là, vous montrez que vous avez la niaque, vous avez la détermination et surtout que ce qui vous a amené à faire pause, ça fait partie du passé. Et c'est ça, en fait, que veut entendre le recruteur. Quel que soit le motif de la pause, c'est passé. Aujourd'hui, vous êtes tourné vers l'avenir et l'avenir, c'est, l'emploi sur lequel vous souhaitez vous investir. Et c'est cette énergie, cette détermination, qu'il faut marquer dans cette réponse-là. Et je vous dis, le recruteur, il a l'habitude d'entendre des choses, hein. Ça peut être la maladie, hein. Heu, j'ai eu, des problèmes de santé qui m'ont amené à devoir m'arrêter pour m'occuper de moi, pour me soigner. Ça m'a pris, par exemple, tant d'années, parce que des fois ça prend plusieurs années, hein et aujourd'hui, tant mieux, c'est fini, c'est réglé, c'est passé et c'est bien parce que j'ai retrouvé l'énergie qu'aujourd'hui je suis prête à reprendre mes démarches et surtout après une telle pause, j'ai plus qu'envie de retourner au travail et de m'investir sur telle et telle mission. Et encore une fois, vous faites ressortir la niaque, la détermination, l'envie et surtout, vous marquez bien que ce qui s'est passé, justement, c'est Bien, passé. Donc ça ne vous impacte pas aujourd'hui et ça ne vous impactera pas si le recruteur vous recrute. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi postulez-vous chez nous? Alors, pourquoi postulez-vous chez nous? Pour pouvoir répondre à cette question, ça veut dire que, très, très tôt dans votre candidature, il faut que vous identifiez ce qui vous intéresse dans l'entreprise. Ça, de toute façon, ça doit déjà apparaître, dans votre candidature avant même l'entretien, en fait. Quand vous prenez une offre d'emploi, il y a forcément des choses qui vous intéressent. Il n'y a pas que le salaire. Il y a aussi ça peut être les missions, ça peut être l'entreprise qui est connue, qui vous intéresse. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous dites: «Ah, si je pouvais travailler dans cette entreprise» ou peut-être que c'est une grande entreprise qui peut vraiment vous apporter des perspectives d'évolution. Peut-être qu'au contraire, c'est une petite entreprise, qui vous convient mieux parce que justement les gens se connaissent, parce que il y a peut-être plus de liens. C'est vous qui savez en fait ce qui vous intéresse. Mais faut vraiment, relever, mettre des mots sur ce qui vous a intéressé, parce que cet intérêt, il faut le faire ressortir dans la candidature et parce que justement, si vous avez la question: «Pourquoi postulez-vous chez nous?» il va falloir faire ressortir ces arguments-là, sachant que pourquoi postulez-vous chez nous? Il faut faire ressortir des arguments par rapport au poste et par rapport à l'entreprise. Donc les missions qui vous intéressent, pourquoi elles vous intéressent? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous d'ailleurs, ces missions-là? Et qu'est-ce que vous apportez aussi dans ces missions-là? Parce que c'est aussi stimulant de se dire: «Bah, j'ai telle compétence que je vais apporter, je vais réussir la mission», c'est stimulant. Mais c'est aussi l'entreprise qui peut, et qui doit aussi susciter de l'intérêt chez vous. Et on parlait tout à l'heure de la motivation. Oui, c'est une des grandes attentes du recruteur et la motivation, elle va se ressentir en fait, elle va se ressentir dans énormément de questions, mais aussi, dans ce genre de questions qui visent à faire ressortir, votre intérêt, donc votre motivation. Allez, les prétentions salariales, on y va. On y va parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais, c'est pas, uniquement pour les arguments que c'est pas facile. C'est pas facile aussi parce qu'il y a une certaine gêne pour beaucoup de gens à parler d'argent. Ouais. On est d'accord? On est d'accord. Pour beaucoup, c'est ça. Sauf que faut pas oublier que, si vous voulez, votre salaire, vous l'avez pas pour rien. Votre salaire, vous l'avez parce que vous avez bossé un mois dans l'entreprise. 8 heures par jour pendant un mois, ça fait combien d'heures? Combien d'heures où vous êtes pas à la maison? Combien d'heures où vous êtes pas avec la famille? Combien d'heures où après vous rentrez fatigué? Donc c'est pas pour rien. C'est pas de l'argent volé, c'est pas de l'argent gratuit, c'est de l'argent contre le travail. Donc déjà, faut pas l'oublier et tout travail a une valeur. Après, il faut arriver à placer le curseur. C'est-à-dire combien vaut mon travail? Ça, c'est pas facile à faire.
C'est pas facile à faire, donc plutôt que de rester concentré sur vous et de vous dire: «Bah, en fait, ce que je fais, combien ça vaut?» Ça marche pas. Ça marche pas généralement, il faut d'autres points de repère. Donc les points de repère, ça peut être quoi? Je donne des infos, après je reviens vers toi Stéphanie, parce que j'ai vu que tu avais une question. Donc déjà, ce qui est génial, quand vous avez cette possibilité-là, allez voir les offres d'emploi, qui sont pas forcément dans votre ville, mais dans une ville de la même taille que votre ville et qui, correspondent à des entreprises comme celle dans laquelle vous voulez postuler. Parce que du coup, vous allez voir dans ces offres d'emploi, bah, il y en a qui vont marquer les salaires. Premier point de repère, donc les offres d'emploi. Allez voir aussi dans votre ville, ça vous fera des points de repère dans votre ville. Ce qui compte, c'est juste de pas regarder des offres d'emploi qui sont vraiment différentes de la vôtre. Par exemple, si vous êtes dans une grande métropole et que vous regardez une offre dans un petit village, c'est pas le même coût de la vie, donc c'est pas les mêmes salaires. Donc attention à ça. Donc les offres d'emploi, premier point de repère. Deuxième point de repère, c'est, il y a des sites comme Indeed ou comme Glassdoor qui proposent de vous indiquer le salaire qui correspond à votre poste. Alors moi, ce que j'aime bien, par exemple, sur Indeed, c'est que le site va vous proposer plein de critères à renseigner. Renseignez le plus de critères possible parce que c'est là où vous aurez le plus, d'éléments pour faire ressortir un salaire correspondant. Donc, par exemple, sur le site Indeed, on va vous demander la taille de l'entreprise, le nombre de salariés, les études que vous avez faites, le niveau d'études que vous avez, le temps d'expérience que vous avez. Et comme ça, bah, Indeed va voir dans les offres qu'il y a à pourvoir avec ce type de profil et ce type de profil candidat, mais aussi entreprise, les salaires qui sont généralement pratiqués. Et vous aurez un autre point de repère. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, quand vous avez cette possibilité-là, exploiter votre réseau. Votre réseau, donc réseau, c'est-à-dire les gens que vous connaissez qui font ou qui ont fait le même métier que vous. Si c'est des gens avec qui vous êtes en bon lien, demandez-leur soit combien ils étaient payés si vraiment vous vous entendez bien avec eux, soit la fourchette de salaire qu'ils avaient. Comme ça, les gens vont pas dire directement je touchais tant, parce que les gens sont vraiment mal à l'aise avec ça, mais je gagnais entre tant et tant, c'est déjà plus facile à dire. Et là, Mmh. je parle des gens que vous connaissez, plutôt physiquement dans votre réseau proche, mais je pense aussi bien sûr à LinkedIn. LinkedIn, c'est là où vous allez trouver des gens qui travaillent dans le même secteur que vous et il faut en profiter. C'est-à-dire que si vous demandez des gens en contact et que vous faites rien de vos contacts, bah, ça sert à rien. Il faut en faire quelque chose derrière. Donc, par exemple, envoyez un message à un de vos contacts en posant le contexte, en expliquant les choses, en disant que, vous êtes, dans une phase de candidature, que vous espérez avoir bientôt un entretien, que vous savez que ce qui revient régulièrement en entretien pour vous, c'est la question sur le salaire, et que voilà, vous savez pas trop, à quel salaire prétendre. Est-ce que peut-être ils ont un conseil à vous donner? Comme ça, vous demandez pas directement à des gens que vous connaissez pas combien vous étiez payé. Est-ce qu'ils ont un conseil à vous donner? Et là, peut-être que les gens vont vous dire: «Ben, pour, ce poste-là, c'est entre temps et temps» ou «Bah, tiens, pour savoir, tu peux aller voir à tel endroit». Peut-être que, eux auront des informations précises sur votre métier parce que, par exemple, il y a des sites spécifiques en fonction des métiers, en fonction des secteurs qui donnent des informations précises. Ça arrive aussi. En tout cas, une bonne information, bah, est toujours bonne à prendre, hein, finalement. Ensuite, pour parler du salaire en entretien, bah, comme je vous disais, juste à l'instant, moi, je vous conseille de pas donner un montant fixe, mais plutôt une fourchette. Mon salaire, je l'évalue entre temps et temps. Comme ça, déjà, vous montrez que c'est pas une position ferme sur laquelle il y aura pas de marge de négociation, parce que là, vous apparaissez clairement hostile si vous faites ça. C'est comme si vous disiez: «Moi, je veux tant», mais pas moins. Pas moi, il y a pas de négociation possible. Non. Moi, mon salaire, je l'évalue entre temps et temps. Et derrière, il faut argumenter par rapport à mes tant d'années d'expérience, par rapport à telle et telle compétence, par rapport à ce que je peux apporter en plus, par exemple, avec mes missions dans un autre secteur, ou par exemple, telle formation que j'ai faite, ce qui me donne telle connaissance en plus. Voilà, apporter des arguments. C'est vrai que c'est pas pertinent de juste dire, moi, mon salaire, je l'évalue entre temps et temps. Non, temps et temps, parce qu'il y a des raisons derrière. Et ouais. C'est comme, bah, pour n'importe quoi qu'on voudrait acheter. Si par exemple vous voyez une voiture, le vendeur il vous dit, combien vous l'estimez, si vous dites un montant et qu'il vous dit: «Non, non madame c'est le double», oui mais c'est le double parce que le moteur, parce que la vitesse, parce que, performance, parce que la technologie qu'il y a à l'intérieur et là, ça prend beaucoup plus de sens. Donc pour le salaire, c'est pareil en fait. Ensuite, je vous disais, montrez toujours votre ouverture à la négociation. Donc déjà en proposant la fourchette entre temps et temps et si ça correspond à votre démarche, vous pouvez dire: «Et sur ce point, je reste ouvert, je reste
ouverte à la négociation. Ça montre que vous n'êtes pas fermé, qu'on peut en discuter et il vaut mieux laisser une porte ouverte, qui va peut-être vous permettre de continuer le process de recrutement et de continuer l'échange là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça ira pas dans votre sens à la fin, hein, mais au moins vous pouvez continuer, vous fermez pas les portes à l'entreprise et vous ne braquez pas non plus la personne qui est face à vous. À l'inverse, si le recruteur vous dit: «Chez nous, c'est tant et c'est pas autre chose», quel que soit votre parcours, quelle que soit votre expérience, forcément que vous allez pas le recevoir positivement. Bah, faut vous dire que c'est pareil dans l'autre sens, en fait. Et dernière chose que je voulais vous dire, mettez effectivement, oui, en avant vos atouts. Je vous le disais, dites: «Le salaire entre-temps étant pour telle et telle raison» et puis si vous avez vraiment quelque chose qui se démarque dans votre candidature, vraiment c'est un moment où il faut le dire, quitte à le rappeler, parce que, c'est aussi potentiellement un atout que ne voudra pas perdre l'entreprise. Donc c'est pour ça que, c'est important de le rappeler à ce moment-là, parce que l'entreprise il y a des entreprises qui sont vraiment prêtes à mettre un peu plus d'argent s'il y a vraiment une compétence spécifique, qu'elles veulent avoir dans leur équipe, qu'elles veulent avoir dans l'entreprise. Donc n'hésitez pas à le mentionner à ce moment-là. Alors je vous ai donné beaucoup d'éléments. J'avais dit que je reviendrais vers Stéphanie qui a une question. Tu m'as l'air en pleine réflexion Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, Mmh. parce que j'ai très bien écouté ce que tu Bien. as dit. Mais donc, tu sais, donc j'ai eu 3 entretiens. J'ai passé le troisième entretien, donc avec donc le président et le directeur d'agence, mon tout dernier entretien, et j'attends un retour. Oui. Celui-ci, il a demandé au niveau des prétentions salariales, donc le président. Donc le directeur lui a répondu, voilà, c'est entre 31 et 32. Voici ce qu'elle demande. Et le président, il a dit: «Ah non, 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 31 entre 31 et 32, mais tout compris, parce que nous avons une super mutuelle où vous payez, c'est qui est à 90, vous avez donc des primes, donc pour moi, c'est entre 31 et 32, tout compris. C'est ce qui j'ai pas osé répondre, j'ai dit: «Tu te tais, tu dis rien». Bon voilà, surtout que j'attends la réponse à aujourd'hui suite à ma candidature. Mais du coup, moi aujourd'hui, c'est un poste pour 39 heures, alors qu'avant je faisais 35 heures et j'étais payée 30 000 bruts. Je me dis que si il entend tout compris et qu'on me propose, admettons, je sais pas 28, 29, j'ai très bien entendu tes arguments, mais vraiment comment rebondir? Parce que c'est vrai qu'une super mutuelle, oui, OK, 90 des primes, mais c'est pas tous les mois qu'on reçoit, la mutuelle ne fait pas vivre non plus. Vous voyez ce que C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on parle salaire, on pense à l'argent qu'on va avoir sur le compte à la fin du mois, ce qui est logique, mais il y a d'autres choses à prendre en considération. Effectivement, il y a les avantages de l'entreprise. Quand je dis avantages, toi tu parles par exemple de la mutuelle, tu as raison. La mutuelle, bah, faut voir ce que ça te coûte aujourd'hui ta mutuelle, à l'année et ce que ça peut te coûter si tu as 90 de prise en charge et par rapport au remboursement d'ailleurs que peut t'apporter la mutuelle d'entreprise. Ça se réfléchit parce que si tu es super bien couverte, franchement ça se réfléchit vu le prix des soins de santé, et par rapport aux soins que tu pratiques régulièrement, si tu as des lunettes, si tu as quelque chose, tu vois? oui, Il y a également par exemple les tickets resto. Il y a également par exemple les frais de déplacement. Il y a également, par exemple, tout ce qui est chèque cadeau, chèque vacances. oui, Tous ces avantages-là, mis bout à bout, ça peut faire une belle somme à la fin de l'année. Donc, il faut bien penser à regarder ça, ajouter ça au salaire pour voir finalement ce que vous avez réellement à la fin du mois. Parce que si c'est par exemple, si en plus de votre salaire, vous avez des tickets resto, vous avez telle prime, vous avez de la mutuelle, franchement, ça fait monter finalement votre rémunération si on comprend tout. Et c'est à partir de là, quand vous aurez vraiment tenu compte de tout, que vous pourrez vous dire: «Pour moi, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup». Mais il faut vraiment prendre tout ça dans son ensemble. Donc là, par exemple, toi, tu me donnes l'exemple de le président qui dit: «Tout compris». oui, OK, mais c'est quoi tout compris? Il y a quoi dans le tout? Toi, tu peux rebondir là-dessus. oui. J'ai pas J'entends. osé. J'avoue que j'ai pas osé. Ouais, mais là, tu es coincé. Alors, je comprends que tu pas osé. C'est vraiment une position qui est inconfortable, mais les recruteurs le savent aussi. Les gens, je te dis, les gens, ils osent pas trop parler d'argent. Sauf qu'à la fin, toi, faut que tu prennes une décision. Faut pas que tu te sentes rouler à la fin. Faut pas que tu dises: «Bah, non, en fait, ce que j'ai là, ça vaut pas ce que j'avais avant ou ça me permet pas de vivre». Il faut que tu saches si tu peux vivre correctement avec le salaire qu'on te propose, mais tout compris. Donc, si on te fait encore ce genre de remarques ou si tu peux revenir sur ce point-là, j'ai bien entendu que vous me proposiez tant pour, bah, tout compris. Est-ce que vous pouvez me préciser justement ce que ça signifie ce tout compris? Quels sont les avantages que me propose l'entreprise? Pour moi, c'est important d'avoir ces éléments-là parce que c'est ce qui me permettra aussi de pouvoir avoir plus de visibilité sur ma candidature.
Et tu vois, tu montres que tu es pas fermée, tu montres que tu es prête à t'ouvrir à cette proposition-là, mais il faut que tu comprennes vraiment ce qu'elle signifie cette proposition-là. Oui, Et oui, c'est oui. pareil, souvent sur les offres, c'est marqué, tel salaire plus avantages, mais c'est pas toujours détaillé les avantages. Posez la question. Mmh. Demandez est-ce que c'est les avantages. Même si c'est en entretien, c'est pas grave, de toute façon, c'est le lieu pour échanger. Après tout, le recruteur, il vous demande quelles sont vos prétentions salariales, bah, c'est pour que vous les disiez, hein. Donc c'est Oui, maintenant, faut en parler, hein, faut oser, hein. Je vous dis à la fin, vous devrez faire un choix, donc on fait pas de choix sans les informations qui permettent de faire ce choix. oui. Je vois que chez Corinne, la main est levée. Dis-nous tout, Corinne. Ta 27e question, dis-nous. Dis-nous. Et je reviens un peu à ce qu'a dit Stéphanie, je pense. Oui, C'est quand on n'a pas, par exemple, justement, aucune information, par exemple, sur le poste en termes de prétention salariale, oui. est-ce qu'on peut poser quand même la question, comme vous avez parlé, des éléments qui entrent dans la rémunération pour pouvoir se positionner? Parce qu'effectivement, on ne peut pas donner, si on n'a vraiment pas d'informations sur la fourchette de salaire et qu'on a un peu une idée, est-ce que, pour ne pas avoir à répondre tout de suite, est-ce qu'on peut demander un peu ce que eux, l'entreprise, ont comme grille de salaire et quels sont les éléments de rémunération, c'est-à-dire les avantages qu'ils proposent aussi, pour pouvoir effectivement mieux nous positionner? Est-ce qu'on peut poser cette question-là si le recruteur ne l'a pas posé avant? Bah, Est-ce que c'est... il faut que tu la poses pour savoir. Sinon, comment tu peux répondre? Comment tu peux dire: «Oui, c'est vers cette offre-là que je vais aller»? Tu peux pas. Tu peux pas en étant sûr à 100. Et puis D'accord, dire d'accord. oui en ayant un doute, c'est super inconfortable parce que sinon ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas peut-être dire oui au poste si on te dit: «Bah, c'est bon, c'est vous» et tu vas attendre un mois d'avoir ta paye pour savoir finalement c'est quoi la paye. Ah bah non. Ah, Ah bah non, ah tu fais pas ça. Enfin, il y a plein de gens en fait qui font ça en réalité, mais oui, c'est oui, parce que c'est tabou, hein, c'est très tabou. inconfortable. C'est très inconfortable et puis en plus, si à côté de ça, tu parce que comme tu fais plusieurs candidatures, tu auras probablement plusieurs entretiens et peut-être plusieurs propositions. Si tu as une autre proposition, comment tu fais pour te dire: «Je choisis cette entreprise ou cette entreprise»? Tu peux pas si tu as pas toutes les informations. Donc, ce que tu peux faire, les prétentions salariales, c'est par rapport aux prétentions salariales, moi je me situe entre temps et temps. Encore une fois, je reste sur l'idée qu'il faut donner une fourchette pour pas paraître vraiment fermé sur un montant. Je me situe entre temps et temps parce que je sais que par rapport, à mon expérience, par rapport aux missions que je vais réaliser, c'est ce qui se pratique et par rapport à tel atout que j'ai, voilà, je me situe entre temps et temps. Je sais aussi que, vous avez, certains avantages, dans l'entreprise. Par contre, je ne sais pas lesquels. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Et tu renvoies la balle au recruteur. Il faut poser des questions en entretien. Je vous rappelle, l'entretien, c'est un échange. Mmh. Donc il y a pas, une partie plutôt que l'autre qui est en droit de poser des questions. Les 2 ont le droit, autant l'une que l'autre, de poser des questions. Pourquoi? Parce que les 2 doivent s'assurer qu'elles vont bien s'entendre et ça va vraiment dans les 2 sens. Il faut que vous puissiez vous dire: «Je vais me sentir à l'aise dans cette entreprise, je vais me sentir à l'aise dans cette ambiance, je vais apprécier ces missions-là et je vais avoir une rémunération qui va me permettre, bah, de subvenir aux besoins, à mes besoins et de plus, avoir à me poser des questions sur comment je vais payer mes factures et en plus de pouvoir, ouais, prendre un petit peu de loisir. Ça fait du bien aussi. Il y a pas que les factures, hein, qui comptent, hein. Il y a Bah, aussi, oui, voilà, tout à fait. souffler un peu, pouvoir faire des projets, pouvoir partir un peu en vacances, pouvoir se faire un peu plaisir. Sinon, ça va être compliqué de tenir sur la durée dans votre travail si vous pouvez pas faire ça. Oui. Je regarde les questions de Barbara. Barbara, tu nous écris: «Pourquoi postulez-vous à ce poste?» Ça ressemble à «Pourquoi postulez-vous dans notre entreprise?» Il faut faire ressortir ce qui t'intéresse dans le poste. L'émission, l'environnement, ce que va t'apporter ce poste aussi toi personnellement. Peut-être que ça va t'amener à développer des compétences, peut-être que ça va t'amener à travailler avec telle personne, telle profession, ça t'intéresse, tel public, ça t'intéresse. Peut-être que tu vas travailler sur tel projet, tels objectifs, ça t'intéresse. Donc tout ce qui peut t'intéresser dans le poste en fait et comme je disais pour l'entreprise, il faut vraiment te poser ces questions-là dès que tu trouves une offre qui t'intéresse parce qu'il faut que tu fasses ressortir ça dans ta candidature. Et c'est comme ça déjà que tu vas démarquer ta candidature et que tu iras plus rapidement à l'entretien d'embauche. Et peut-on me poser la question du salaire si je suis dans l'entreprise? C'est une candidature interne? Ouais, c'est ça? Bah, oui, il faut. C'est comme si c'était une candidature externe, c'est-à-dire, ce serait trop facile de finalement pour l'entreprise que tu te positionnes, tu saches pas quel salaire. Imagine, tu as le même salaire. Tu vas pas aimer, hein. Franchement, tu vas pas aimer. Non, faut demander parce qu'il faut être clair des 2 côtés. L'entreprise, elle te connaît, toi, tu la connais. En plus, il y a cette facilité-là.
Donc, tu vas devoir, quoi qu'il en soit, même si c'est une candidature interne, défendre ta candidature, expliquer pourquoi tu te positionnes, pourquoi ça t'intéresse, pourquoi tu veux changer de poste dans cette entreprise, qu'est-ce que ça va t'apporter, comment tu te projettes à ce poste-là, comment tu te projettes peut-être par rapport au changement aussi que ça va engendrer, par rapport, à l'équipe et puis, sur la candidature interne, j'ai pas vu la mention du salaire, est-ce que vous pouvez m'en parler? Voilà et là, tu écoutes ce qu'on a à te dire. Et c'est logique que le recruteur, il est tenu de te répondre par rapport à ça. C'est comme si toi, tu lui disais pas tes compétences et on joue pas à cache-cache, hein. Il faut se dire non, c'est vrai, il faut se dire les choses. Alors je vois 2 mains levées. Est-ce que peut-être elles ne sont pas baissées chez Stéphanie et chez Corinne? Ah, Question d'accord. Oui. Moi, j'ai Stéphanie, une tu as une question. question? Ouais, vas-y. Oui. Tu sais, par rapport donc au salaire, je rebondis. Donc là, j'attends si ma candidature donc est prise, on m'a dit qu'on me fera donc une proposition. J'ai bien entendu donc tous tes conseils. Il faudra motiver effectivement donc mes compétences, ma motivation pour dire effectivement que moi, je conçois par rapport à toutes mes compétences prévoir tant, mais sachant que à mes derniers salaires, je suis quand même à 30 000 et que j'avais demandé entre 31 et 32, on peut très bien se dire aussi, écoutez, moi j'ai telle expérience, j'ai tant d'expérience. Je pense que si à aujourd'hui vous me faites une proposition, c'est que vous avez bien vu ma motivation et que mes compétences Mmh. correspondent parfaitement donc au poste, mais je ne peux pas prétendre une rémunération moindre que mes 2 dernières années, par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut dire ou pas? Vous expliquez comme ça ou pas du tout? Alors, ce qu'il y a, c'est que là, tu regardes les choses forcément par rapport à toi et ta situation, par rapport à ce que tu avais ailleurs Oui. et l'entreprise future, c'est pas le meilleur argument que de lui parler de ton ancienne entreprise. Ah, Il faut, montrer à l'entreprise qui, elle, va l'intéresser. Mais au final, ça va te servir, hein. Donc effectivement, par rapport à ton expérience et ce qu'elle te permet aujourd'hui, cette expérience, d'apporter à l'entreprise. Peut-être que tu vas être opérationnel hyper rapidement. Peut-être que tu vas avoir une facilité sur certaines missions. Peut-être même, et si c'est le cas, mets-le vachement en avant, peut-être même que tu vas faire, je sais pas, gagner des clients, gagner du temps à l'entreprise. Alors là, si tu commences à aller sur ces arguments-là, tu es super intéressante pour l'entreprise. Donc, mmh, réfléchis à ça, mets ça en avant et base-toi sur ça. Donne toujours ces arguments-là du point de vue de l'entreprise parce que l'entreprise, si elle envisage de payer plus, il faut qu'elle gagne quelque chose. Donc, montre-lui ce qu'elle a à gagner. Mais lui dis pas: «Les autres, ils me payaient mieux», hein. Là, ça marche d'accord. pas. OK. Là, tu Oui, vas peut-être un peu d'accord. les agacer, tu vois? D'accord. OK. Donc Parfait. vraiment, ce Bien qui sûr. va être, ce que tu vas apporter à l'entreprise, mets-le en avant et là, ce sera beaucoup plus facile d'être dans la négociation. D'accord. OK. Alors je vais vers une autre question. Une autre question, alors pourquoi vous et pas un autre? Sur ça, cette question qui arrive vraiment tout à la fin de l'entretien, donc il faut se dire, il faut trouver quelque chose que vous n'avez pas déjà dit. Sauf que globalement, vous avez déjà tout dit, par rapport à votre parcours, par rapport à votre compétence, par rapport à toutes vos missions. Donc l'argument vraiment sur lequel vous pouvez jouer, parce que ce sera celui qui aura le moins, été mis en avant, c'est, un trait de votre personnalité. Quelque chose vraiment qui est dans la sphère personnelle, qui ne correspond qu'à vous, qu'à la personne que vous êtes et qui peut vous démarquer des autres candidats, même si vous ne les connaissez pas, mais on peut se dire que chaque personne est unique. Qui peut vous démarquer des autres candidats ou alors, quelque chose dans votre histoire personnelle. Par exemple, il y a des personnes qui, cultivent une passion depuis qu'ils sont tout petits et qui, au final, en font leur métier. Ça, c'est un argument qui est très différenciant. Parce que quelqu'un qui a une passion depuis 20 ans et puis qui, au final, en fait son métier, c'est pas la même chose que quelqu'un qui, au final, après le bac, a décidé de faire telle étude pour tel métier. C'est pas pareil. Quelque chose qu'une personne vit depuis qu'il est tout petit et est en admiration devant cette chose depuis qu'il est tout petit et en fait son métier, bah, ça, c'est un argument différenciant et ça, c'est un plus qui fait la différence par rapport aux autres candidats. Mais c'est à rechercher soit dans votre histoire personnelle, soit, dans votre personnalité. C'est là où vous allez trouver quelque chose qui peut faire la différence par rapport aux autres candidats que vous ne connaissez pas. Donc c'est vraiment à chercher en vous personnellement. Par exemple, je me souviens d'un monsieur que j'avais coaché, il me disait: «Moi, depuis que je suis petit, je passe devant telle entreprise et à chaque fois, quand j'allais à l'école, je passais devant, je regardais les gens qui rentraient, qui avaient l'air contents d'y aller. Ça me faisait envie et en fait, depuis que je suis petit, j'ai envie d'aller travailler dans cette entreprise». C'est un argument différenciant, c'est un plus qui fait la différence. Il y a personne d'autre qui dira la même chose que lui, parce que c'est vraiment son histoire personnelle. Après, il faut argumenter un petit peu plus que ça, bien sûr, mais il le puise là, son plus qui fait la différence. Donc c'est vraiment aller chercher dans la sphère
personnel. Et c'est là où le recruteur aussi, il va vraiment vous rencontrer, il va découvrir encore peut-être un autre aspect, une autre facette de vous et c'est ce qu'il recherche en entretien. Vraiment vous découvrir, savoir qui vous êtes, avoir vraiment cette rencontre avec vous. Comme vous, dans l'autre sens, vous devez au maximum connaître, comprendre cette entreprise, ce qu'elle peut vous apporter. Est-ce que vous allez vous sentir bien dans l'entreprise? Bah, le recruteur, il doit se dire: «Est-ce que l'entreprise va se sentir bien avec cette personne?» C'est pareil, ça va vraiment dans les 2 sens. Je vais vers une autre question. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Ou dans 10 ans? Et des fois on dit 10 ans. OK. Là, l'idée, c'est pour le recruteur de voir s'il y a une cohérence, dans tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire, si par exemple vous dites que, comme on disait tout à l'heure, que vous vous positionnez sur cette offre qui est en CDI parce qu'aujourd'hui vous voulez de la stabilité, vous voulez vous investir dans l'entreprise et que dans 5 ans, vous vous voyez dans une autre entreprise, il y a quelque chose qui colle pas. Donc là, déjà, on va voir la cohérence dans votre discours. On va voir aussi si, par exemple, vous vous projetez ça peut être sur un autre métier, mais un métier qui se pratique peut-être dans l'entreprise où vous postulez et un métier qui est en lien direct avec celui sur lequel vous vous positionnez aujourd'hui. Et peut-être que dans 5 ans, c'est tout à fait logique, peut-être que vous aurez évolué vers d'autres missions, mais dans la suite logique, de ce qui vous attire aujourd'hui. Donc là encore, l'idée, c'est de montrer la cohérence. Il se peut aussi que vous ne sachiez absolument pas où enfin, sur quoi vous vous projetez dans 5 ans. Parce que, en plus, clairement, hein, quand on cherche du travail, c'est très difficile, surtout quand ça dure, très difficile de se projeter dans l'avenir. Parce que déjà, c'est se projeter sur les factures à payer jusqu'à la fin du mois. Donc, si vous savez vraiment pas où vous serez, où vous vous voyez, où vous vous imaginez dans 5 ans, faut le dire. Faut le dire, faut mettre des mots là-dessus pour pas que le recruteur se dise: «Bah, en fait, ouais, j'ai pas de réponse. Est-ce que cette personne, elle a vraiment envie finalement de faire ce boulot-là? Je sais pas». Parce que de toute façon, à partir du moment où vous n'expliquez pas, ça peut être, perçu comme un manque de motivation. Donc, faut toujours expliquer. Dans 5 ans, clairement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce qu'aujourd'hui, je me projette pas jusque-là. En fait, je me projette vraiment à court terme. C'est-à-dire que, moi, je suis en recherche d'emploi. Je suis vraiment focalisée sur mes démarches, je suis focalisée sur ce que je recherche. Je suis vraiment déterminée par rapport à, ce que je veux faire aujourd'hui, par rapport aux missions qui m'intéressent aujourd'hui. Je sais que c'est ça et c'est pas autre chose. Donc c'est vrai que je vois à court terme. Peut-être que dans 5 ans, je serai encore là et je l'espère parce que, si je me suis positionnée sur cette offre en CDI, c'est pas pour être partie dans 5 ans, c'est pour rester. Donc j'espère que je serai encore chez vous. Je me dis que, peut-être que j'aurai monté en compétences, peut-être que j'aurai évolué sur d'autres missions, peut-être que je pourrais vous apporter, encore mes compétences et les nouvelles compétences, accumulées sur d'autres missions et j'en serais ravie. Mais par contre, je ne peux pas vous le confirmer à 100. J'en sais rien. Je sais juste que je suis à la bonne place aujourd'hui devant vous en entretien. Essayez de ramener un peu le propos à cet entretien-là en montrant votre fermeté, votre détermination, votre envie, mais apporter une réponse juste pour répondre, ça marchera pas parce que en fait, vous ne paraîtrez pas, authentique, vous ne paraîtrez pas sincère, même si votre intention, c'est d'apporter une réponse, pas rester sur un blanc. Donc il faut jamais rester sur un blanc, mais il faut toujours dire les choses. Même si c'est pour dire: «Je sais pas», mais pourquoi vous ne savez pas? Franchement, quand on est en recherche d'emploi, c'est difficile de se projeter, hein. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il me reste: «Avez-vous des questions?» Et oui, avez-vous des questions? Alors forcément, celle-là, vous l'aurez à la fin de l'entretien. Déjà, c'est une question de politesse, de la part du recruteur parce que, pour pas vous laisser partir finalement comme ça, alors que peut-être vous aviez quelque chose à dire, vous laissez la parole presque une dernière fois s'il y a des choses qui n'ont pas été évoquées. Alors, il y a plein de possibilités pour répondre à «Avez-vous des questions?» Déjà, peut-être que, en allant à l'entretien, il y avait des informations que vous vouliez savoir parce que, en vous renseignant sur l'entreprise, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas trouvées. Peut-être que dans l'offre, il y a des informations qui n'apparaissaient pas. Vous vous êtes peut-être dit: «Bon, ben, à l'entretien, je vais savoir tout ça», mais il se peut que le recruteur n'ait pas donné une des informations que vous attendiez. OK, bah, dans ce cas-là, c'est facile, vous posez la question en expliquant: «Oui, effectivement, c'est vrai que je m'étais renseigné sur cette entreprise, sur le poste en question, mais il y a une information que je n'avais pas trouvée et pour laquelle j'aimerais bien avoir la réponse et vous donner votre question». OK, ça, c'est facile. Surtout, une petite parenthèse, n'attendez pas la fin de l'entretien pour dire: «Oui, tout à l'heure, vous m'avez parlé de ça, maintenant j'aimerais savoir ça». Non, faut pas rebondir 10 minutes après sur quelque chose que vous aura dit le recruteur. Si le recruteur vous parle en entretien, vous explique des choses, il y a quelque chose qui n'est pas clair ou pour lequel il vous manque une info, rebondissez tout de suite, n'attendez pas la fin, d'accord? Sinon vous allez, perdre en pertinence dans votre échange, en fait.
Et puis le recruteur ne se rappellera plus forcément dans quel contexte il vous avait dit ça. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple demander au recruteur, si lui, il l'a pas déjà fait de son côté, s'il souhaite, s'il est intéressé par des informations complémentaires, peut-être sur votre parcours ou peut-être est-ce qu'il souhaite des références. De toute façon, vous savez que la question des références, elle arrive maintenant quasiment tout le temps. Mmh. Donc si vous en avez et que vous êtes prêt à en donner, ben, j'ai envie de dire, grillez-lui un petit peu la politesse et proposez-lui carrément des références. Comme ça, tout de suite, vous montrez que oui, vous êtes prêt à donner des noms de personnes qui sont prêtes à parler de vous, de votre travail, même si on sait qu'on ne peut pas poser toutes les questions qu'on veut sur le contrôle de références. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est demander, par exemple, par rapport à tout ce qui a été évoqué, par rapport aux missions du poste, de dire: «Mais finalement, par rapport à vos besoins, quelles sont les priorités sur lesquelles vous voudrez que je m'investisse dès les premiers jours?» Comme ça, en fait, ce que vous faites, c'est que vous montrez que vous vous projetez déjà. Vous êtes déjà presque dans le poste. Votre esprit, il est déjà au poste. Vous voyez déjà dès les premiers jours. Vous voulez déjà être efficace dès les premiers jours. Après ça dépend aussi de l'échange que vous aurez eu avec le recruteur, parce qu'il se peut que le recruteur vous le dise déjà pendant l'échange. Donc c'est vraiment un point de vigilance, c'est, si vous préparez des questions à l'avance, comme on est en train de se dire là, faites attention à surtout pas poser les questions que vous avez prévues si le recruteur vous a déjà apporté les réponses. Parce qu'avec le stress, faudrait pas que vous posiez des questions auxquelles vous avez déjà eu les réponses. Donc attention à ça. Si vous avez une sensibilité, une attache particulière aux valeurs d'entreprise, vous pouvez rebondir là-dessus. Le recruteur, s'il en a pas parlé, généralement, c'est pas forcément le sujet qui est le plus abordé dans l'entreprise, même si ça dépend des entreprises, mais dire que vous avez bien, repéré, bien analysé que l'entreprise, elle était, sensible et qu'elle développait telle et telle valeur, et peut-être que vous n'avez pas eu vraiment beaucoup d'informations là-dessus, par exemple sur le site internet. Parce que l'entreprise, elle peut dire: «Nous, on est, sensible à telle et telle valeur. Nous, on défend, tel et tel engagement», mais elle ne dit pas comment ça se manifeste l'entreprise au quotidien. Vous pouvez rebondir là-dessus. Si ça fait partie de votre sensibilité. Encore une fois, il faut vraiment que ça vous corresponde, à les questions que vous allez poser. Et puis alors, une chose que moi j'aime bien, mais il faut vraiment l'assumer, c'est alors tout ce que je vous ai dit là, c'était des questions plutôt classiques. Vous pouvez aller sur quelque chose de moins classique, c'est-à-dire comme vous êtes dans un échange, bah, carrément poser une question au recruteur du style: «Et vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre entreprise? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette entreprise?» Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment finalement à ce moment-là l'expérience du recruteur, de lui en tant que salarié de l'entreprise qui va ressortir, et vous allez vraiment entendre avec ses mots à lui, bah, finalement ce qui lui plaît quand il vient travailler dans cette entreprise. Ça peut être peut-être l'ambiance avec l'équipe, mais il vous aura pas forcément dit ça pendant l'entretien. Ça peut être, l'engagement qu'il y a, dans son entreprise. Ça peut être, je sais pas, le contact humain, ça peut être les partenaires très différents avec lesquels il travaille, et ça l'intéresse. Mais ça va être un regard de l'intérieur sur l'entreprise, et ça peut vous apporter une information aussi intéressante. Et puis comme c'est le genre de questions que les candidats posent pas trop parce qu'ils osent pas, en fait, du coup, là encore, vous allez marquer les esprits. «Ah tiens, elle m'a posé une question qui est pas» ou «Il m'a posé une question qui est pas pareille que d'habitude», et surtout: «Ah tiens, cette personne, elle s'est intéressée à moi», et les gens, ils retiennent ça. Et c'est pas de la curiosité mal placée, au contraire, c'est vraiment s'intéresser finalement à, bah, aux salariés de cette entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Juste attention, si vous êtes avec un cabinet de recrutement, le cabinet de recrutement, il travaille pas dans Ah, l'entreprise. Donc faites attention à ça, mais c'est vrai qu'on emploie recruteur de manière très, très large. Un recruteur n'est pas forcément quelqu'un dont le métier est de recruter. Ça peut être, par exemple, le directeur de l'entreprise qui va recruter pour son entreprise, sans forcément qu'il soit directeur. Donc juste attention à cette subtilité-là. Et je vous disais, donc il y a quelques points de vigilance par rapport aux questions de fin d'entretien. Donc, mis à part ne pas poser une question que vous avez programmée et pour laquelle vous avez déjà la réponse, il y a aussi ne pas poser une question juste pour poser une question. Il y a énormément de candidats qui font ça pour dire: «Bah, allez, il faut que je pose une question, ça fera bien», sauf que ça marche pas, encore une fois, ça paraîtra pas, ni spontané, ni intéressant, ni authentique, ni intéressant. Et puis surtout, ne posez pas une question fermée, une question à laquelle le recruteur ne pourrait répondre que par oui ou par non, parce que ça ne vous apportera aucune information, et un oui ou un non, ça se répond en 2 secondes et après ça laisse un blanc. Je vous donne un exemple. Si vous dites par exemple, «Est-ce que les missions peuvent parfois s'effectuer en télétravail?» Bah, soit il vous dit oui, soit il vous dit non. Mais du coup, ça vous avance pas complètement parce que télétravail, s'il vous dit oui, bah, combien de jours? Combien de temps? Vous savez pas. Si à l'inverse vous dites, heu
combien de jours de télétravail sont prévus en moyenne, bah là, au moins, vous aurez une information claire et vous saurez à quoi vous en tenir. Donc jamais de questions fermées, jamais de questions auxquelles on peut répondre que par oui ou par non. Alors, je vois des mains levées. Linda, tu as une question? Oui. Est-ce que par exemple, si, on peut poser la question si ils proposent un poste de CDD, par exemple, à l'avenir, on va leur demander s'ils proposent un autre poste de CDI dans même entreprise? Alors, souvent, les recruteurs en parlent dans l'entretien de ça. CDD évolutif en CDI. Souvent même c'est enfin pas ça arrive, hein, que ce soit marqué dans les offres d'emploi. Je ne sais pas si c'est souvent ou pas souvent, mais moi je le vois régulièrement en tous les cas. CDD évolutif en CDI. Si tu as pas l'information, pose la question comme ça. Est-ce que le CDD peut évoluer en CDI? Est-ce que ça fait D'accord, partie des et projets? par rapport, aux missions, est-ce qu'on peut on peut lui demander aussi, par rapport aux missions, si par exemple, on sera, on sera par exemple, quelqu'un il va nous aider dès les premiers jours et tout, quelles sont les missions et est-ce qu'on sera dirigé par, une autre personne ou non? Alors dans ces cas-là, pour la formulation, demande comment, est prévue l'intégration sur le poste. Et là, on va dire, bah, on a prévu par exemple pour les je sais pas, les 3 premiers jours, la première semaine, de vous faire travailler en binôme avec telle personne, par exemple. Et là, le recruteur va t'expliquer comment ça se passe. Mais parle plutôt de l'intégration sur le poste. Et puis alors, j'ai vu passer une question de Barbara qui dit: «Est-ce que le fait de poser des questions à chaque fois, ça rompt pas l'entretien?» Non, parce qu'en fait, ce sera un échange. Elle est où Barbara? Voilà, je te vois Barbara. En fait, quand tu discutes avec quelqu'un, tu te dis pas: «Ah là, je lui ai posé une question. Ah là, je lui ai posé une deuxième question. Ah là, je lui ai posé une troisième question». Non, en fait, c'est fluide, ça s'enchaîne. Toi, tu dis quelque chose, la personne devant toi, elle rebondit, comme on a fait nous pendant notre échange. Tu vois, par exemple, là, je m'arrête, je lis ta question, je réponds à ta question, après je vais aller voir quelqu'un d'autre, puis je vais parler d'autre chose, puis on va me poser une question. Ça se fait sans réfléchir et c'est là où c'est le plus intéressant. Parce que c'est là où il y a vraiment un échange. Ce qui est, beaucoup moins confortable, et qui laisse un moins bon souvenir, en fait, de l'entretien, côté candidat comme côté recruteur, c'est quand le candidat attend systématiquement que le recruteur lui pose des questions et puis dès qu'il a répondu, hop, il s'arrête et puis il attend la prochaine question. Là, c'est vraiment une position très passive et c'est pas un échange, c'est pas ça un échange. Un échange, on rebondit, on calcule pas combien de questions on pose. C'est une discussion, en fait. Et quand ça se passe comme ça, déjà, c'est beaucoup plus agréable pour vous et puis le recruteur, il va vraiment garder un bon souvenir de votre entretien. Il va vraiment se dire que oui, il y a eu un échange intéressant avec vous, qu'il a pu creuser un certain nombre de points, qu'il a pu découvrir beaucoup plus qui vous êtes, de quoi vous avez envie, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et vous aurez le même sentiment à l'égard justement de ce poste, de l'entreprise et de cet échange que vous avez eu avec le recruteur. Donc, faut rebondir. Juste ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas couper la parole. Ça peut arriver une fois ou 2 parce que les 2 ont envie de dire quelque chose en même temps, mais il faut faire super gaffe vraiment à ce que ça ne se reproduise pas trop en entretien. Corinne, tu as une question? Yes. Ouais, dis-nous. J'aurais deux petites questions. Première question. Donc, Elle a pris comme un tu as dit qu'on ne répond pas aux questions, on ne pose pas une question pour poser une question. ouais. Est-ce que le fait de ne pas poser justement des questions, ça ne paraît pas, voilà, qu'on ne veut pas, par exemple, on n'a rien à dire ou bien qu'on ne s'intéresse pas plus que ça. Ça peut être Ouais. mal vu aussi de ne pas poser de questions, en fait. Ouais, non, clairement, il faut prévoir des questions. On le sait que le recruteur, il va finir l'entretien en vous demandant si vous avez des questions. Des questions. Il faut prévoir des questions parce que les questions, ça montre que vous êtes intéressé et c'est pour ça que je dis: il faut pas poser une question juste pour poser une question parce que vous n'allez pas faire ressortir votre intérêt. Mais poser une Ah, question sur, un point qui n'a pas été développé dans l'entretien ou une information que vous vouliez, que vous n'avez toujours pas eu dans l'entretien, par exemple. Mais poser une question, au moins une question, alors ne prévoyez pas 10 questions. Fais gaffe Corinne, pas trop de questions, hein. d'accord. Mais surtout que tu auras Dernière pas une bonne réponse question. pendant l'entretien. Mais ouais, faut prévoir des questions, c'est important et puis le recruteur, va se souvenir de vous aussi comme la personne qui s'est intéressée, d'autant que très franchement, il y a beaucoup de candidats qui posent pas de questions. D'accord. «Non Et, merci, j'ai pas de questions». d'accord. Et dernière question. Est-ce que dans l'entretien, on peut demander au recruteur un feedback un peu sur l'entretien, justement, nos points forts et les axes d'amélioration qu'on peut avoir, par exemple, sur Alors l'entretien même, quoi, si c'est un recruteur. Est-ce que c'est oui, c'est intéressant pour toi d'avoir le feedback, mais moi je te conseille de pas le faire à ce moment-là. Pourquoi? Parce d'accord? que déjà, le feedback comme ça, alors que tu es même pas sorti de l'entretien, le recruteur, il a un peu pris à la gorge, hein. Et il a besoin de Ah, prendre un peu de recul pour, bah, justement, analyser à tête reposée aussi comment ça s'est passé, faire aussi un petit parallèle avec les autres candidats. Parce que c'est là où il va se dire: «Ah bah tiens,
Corinne, par rapport aux autres, elle m'a apporté ça comme élément, elle a dégagé ça en plus, tu vois? Il a besoin aussi de ces points de repère-là et puis parce que, moi je vous conseille de faire un mail de remerciement après l'entretien. Faites-le 24 à 48 heures après l'entretien, pas plus, parce que sinon le recruteur aura déjà oublié un certain nombre d'éléments et puis vous aussi et dans ce mail-là, marquez plusieurs choses. Marquez ce que vous avez apprécié dans l'entretien, marquez les points, clés que vous avez retenus de cet entretien et là, notamment, les besoins de l'entreprise, les enjeux du poste, les priorités sur ce poste-là et rappelez que vous êtes toujours, extrêmement motivé, peut-être même d'autant plus intéressé par ce poste-là, maintenant que vous avez pu échanger et en apprendre plus pendant cet entretien. Ça, c'est pour le mail de remerciement. Tu remarques, Corinne, que je t'ai toujours pas dit de demander un feedback. Tout à Moi, fait. je te conseille de le faire si tu as une réponse négative. Ah, OK. Et même si tu as une réponse positive d'ailleurs. Attends d'avoir la réponse, D'accord. parce que ce serait trop de mettre ça en plus dans le mail de remerciement. Le mail de remerciement, c'est, vraiment pour, rajouter une touche positive en plus, tu vois? Sans rien demander et là, tu fais la différence, sans rien demander. Juste, tu rappelles, vraiment ce que tu as retenu, comme ça tu montres que tu as vraiment été attentive en entretien, que tu as retenu les éléments clés et là, le recruteur, il va dire: «OK, super, cette personne, elle a été à l'écoute, cette personne, elle a vraiment compris ce que je voulais faire passer, super» et donc en fait, tu rappelles ton intérêt, ta motivation. Et quand tu as une réponse, alors si elle est négative, tu demandes, tout le monde, hein, franchement, demandez un feedback, un retour, juste pour savoir ce qui a fait que votre candidature n'a pas été retenue, parce que c'est autant d'éléments qui vont vous permettre de travailler là-dessus pour les améliorer pour les prochains entretiens. Et même si la candidature a été positive, a une réponse positive, vous pouvez demander, comme ça vous savez qu'est-ce qui a convaincu, et ça sert toujours. Même si on parle même plus là d'entretien d'embauche pour la suite, mais ça peut vous servir quand vous allez être face à des clients, quand vous allez être face à un public et même avec une équipe. C'est-à-dire, si le recruteur vous dit: «Moi, j'ai vu tel point fort chez toi», par exemple, dans ta personnalité, bah, ouais, vous savez que c'est un point d'appui et ça peut aussi vous faire gagner en confiance, en sérénité sur certaines choses, certaines situations, certains échanges. Mais attendez d'avoir la réponse pour demander ce D'accord. plus de questions? Si, il y a plein de mains levées. C'est que vous les baissez pas? Natacha, c'est quoi ta Non, j'ai si, vu ta si, question, moi j'ai une Natacha. question. Alors, juste, je lis la question de Natacha, j'y réponds et après je viens vers toi, Stéphanie. Natacha, tu nous dis: «Il arrive parfois que dès le début de l'entretien, le recruteur pose déjà les bases en disant qu'il présente l'entreprise et qu'ensuite tu ne pourras lui poser des questions qu'à la fin. Du coup, on oublie les points sur lesquels on aurait pu rebondir». Et ben, dans ce cas-là, si le recruteur, te coupe un peu l'herbe sous le pied, moi ce que je conseille, c'est de prendre des notes. Allez toujours à l'entretien avec votre CV, votre lettre de motivation et de quoi prendre des notes. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des éléments que vous voudrez peut-être garder pour vous, reprendre à tête reposée après l'entretien. En plus, ces points clés-là que vous aurez notés, ça peut vous servir pour le mail de remerciement et en plus, si vous savez que, vous n'aurez d'espace pour poser des questions qu'à la fin, et ben, ça vous permettra de ne pas oublier les points clés sur lesquels vous vouliez revenir. Mais attention, ne notez pas trop, ne faites pas des phrases sur toutes les idées que vous voulez développer parce que pendant ce temps-là, c'est un temps pendant lequel vous écoutez moins en fait le recruteur et un temps pendant lequel vous êtes penché sur votre feuille, donc il n'y a plus ce contact visuel et ça, c'est vraiment dommage de le perdre. Qu'est-ce que tu as écrit d'autre, Natacha? Pour une création de poste, que peut attendre un recruteur d'un candidat qui n'a jamais exercé le métier en question? Eh ben, elle est simple ta question, Natacha, merci. Alors, création de poste ou pas création de poste, j'ai envie de te dire, là, on est dans la question de quand j'ai jamais exercé le métier, finalement, comment je me mets en valeur? Là, donc dans le cadre d'une reconversion, on est d'accord. Là, clairement, ce qu'il faut faire valoir, c'est, à quel point tu as sécurisé ta reconversion, à quel point tu connais le métier, à quel point tu t'es renseigné, à quel point tu as cheminé, toutes les démarches, toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour valider ton projet de reconversion et aussi les expériences de terrain, même si elles sont minimes, même si par exemple c'est des stages, c'est important. Tu as été sur le terrain professionnel, tu as échangé avec des professionnels, tu as encore une fois vérifié tes choix, tu as encore une fois confronté, ton projet à la réalité et donc ce que tu vas apporter, ce n'est pas ton expérience du métier puisque tu le démarres, mais c'est les compétences que tu as développées pour le métier parce que tu t'es peut-être formé, j'en sais rien. Mais il y a des personnes qui se forment pour commencer un nouveau métier et puis c'est tout ce que tu as, développé ailleurs et c'est là où tu vas être plutôt sur des compétences complémentaires, une expérience complémentaire. Donc mets en avant tout ce que tu as développé dans d'autres métiers et qui va te servir pour ce poste-là
et tout en faisant ressortir aussi les compétences que tu as développées spécifiquement pour ta reconversion et les connaissances également. Stéphanie, je vais chez toi, c'est quoi ta question? Oui, merci. Donc, pareil, un exemple, j'ai postulé donc à une offre Indeed donc vendredi, par exemple, et j'ai réussi à récupérer par une de mes connaissances l'adresse mail directement donc du PDG de cette entreprise. Je voulais savoir, est-ce que c'est judicieux, par exemple, donc lundi, d'envoyer une candidature, de recandidater, mais directement en se servant de l'adresse mail du PDG? Là, j'ai envie de te dire, Est-ce que c'est qui c'est tout double. judicieux? C'est qui tout double? Alors, je t'explique pourquoi. Parce que, ça peut, en effet positif, te faire gagner du temps en supprimant les intermédiaires, mais j'aurais plutôt tendance à te dire, que ça peut être mal perçu parce que tu grilles les étapes, et les process de recrutement sont vraiment réfléchis, établis. Si on te dit: «Postuler à tel endroit via, je sais pas, tel site», par exemple, c'est que, du coup, en interne, il y a une personne qui est chargée de recevoir les candidatures ou un robot, hein, de faire le tri, après d'analyser, après de recontacter les candidats présélectionnés. Tu vois, il y a tout un process Ouais. avant que ça arrive au PDG. Le PDG, il aura plutôt la position de décideur final, s'il est bien dans le process de recrutement. Donc moi, je te conseillerais plutôt de pas l'utiliser pour l'instant. Garde-la sous le coude, on ne sait jamais, ça peut te servir à la fin, ne serait-ce que pour un mail de remerciement si tu arrives à aller jusqu'au PDG et lui, il t'aura pas donné l'adresse donc enfin potentiellement, donc ça montrera aussi que tu as fait l'effort de trouver, de chercher, de mobiliser ton réseau. D'accord, OK. Je vois une question de Barbara. Le mail de remerciement est-il adressé à tous les participants ou juste au RH de l'équipe? Le mail de remerciement, c'est pour la personne qui t'a reçu en entretien. Donc ce ne sera pas les autres participants, ce ne sera pas les autres candidats, ce sera le recruteur avec qui tu as eu, l'entretien, en fait. Donc c'est pour le remercier de cet échange et de ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a appris et ça n'a fait que renforcer ta motivation par rapport à ce poste et par rapport à cette entreprise. En gros, c'est ça l'idée du mail de remerciement. Du coup, dernière question, bah, c'était une question de Barbara qu'elle m'avait, posée donc avant cet échange, la question du stress en entretien. Ça parle à quelqu'un, le stress en entretien? Ouais. Mmh, Ça concerne quelqu'un oui, ici? Ouais, ça concerne Moi, là, ouais, je pense. globalement tout le monde ou en tous les cas beaucoup de gens. Donc comment on fait? Moi, j'ai envie de dire que chacun va avoir, sa sensibilité au stress, sa manière de gérer ses émotions. Donc d'une personne à l'autre, forcément, ça peut varier. Moi, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que le stress, on peut l'assimiler à de la peur et souvent, cette peur, elle est liée à une projection négative sur: «Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, ça va mal se passer. Oh là là, si je sais pas répondre. Ah mais moi, j'ai pas assez d'expérience. Ah, mais moi, par rapport aux autres candidats, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé ou ça ou ça ou ça ou ça. Que des choses négatives. C'est mmh, vrai. Un petit peu les choses dans leur contexte. Déjà, c'est vrai. il faut absolument que vous vous répétiez, mais si je vais à l'entretien, c'est parce que j'ai déjà intéressé le recruteur. Faut Tout pas à fait, l'oublier. Si vous n'intéressez pas le recruteur, vous le verrez pas, hein. Ça, faut en être sûr à 200%, hein, très clairement. Donc Ouais. ça veut dire que vous avez déjà passé une étape de sélection, que votre candidature fait partie des candidatures les plus intéressantes et que votre candidature est une candidature sur lequel le recruteur est prêt à s'arrêter définitivement, c'est-à-dire est prêt à choisir pour ce poste-là. Donc faut pas l'oublier ça. D'accord? Première chose très importante. Ensuite, quand je dis il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, dans la réalité, eh ben, la réalité, c'est aussi les éléments factuels, les éléments concrets. C'est-à-dire que, si vous allez à l'entretien, c'est parce que vous avez des compétences. C'est parce que vous avez de l'expérience. C'est parce que vous avez un savoir-faire. C'est parce que vous avez une personnalité et que tout ça, ça va répondre à des besoins de l'entreprise. Faut pas l'oublier. Donc ça, c'est vos atouts. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est, en plus de vous répéter ces choses positives, mais qui sont vraies, mais qui sont positives, c'est de vous projeter sur le poste. Bon, alors, si je suis recrutée, si je suis sur ce poste-là dans cette entreprise, OK, comment je m'y vois? Comment je m'y sentirai? Quelles missions vont me plaire? Tiens, avec, sur quel dossier je vais travailler? Avec quel partenaire je vais travailler? Parce que plus vous allez vous imaginer, plus en fait, même involontairement, ça va transparaître dans votre communication. Dans votre communication, sans même vous en rendre compte, hein, vous allez faire passer le message que vous vous y voyez déjà, que vous êtes prêt et prête à ça. Que vous avez déjà l'esprit à ces missions-là, que vous avez déjà l'esprit à cette entreprise-là, que vous êtes déjà prêt à y aller. Donc c'est important que que vous ayez cette réflexion-là plutôt que de vous dire: «Mais si je suis pas recruté, oh là là, oh là là». Non, OK, bon, imaginons que je sois recrutée.
OK. Bah, tiens, le matin, je pars à quelle heure? OK. Je vais arriver, tiens, il y aura, tel professionnel dans la même équipe que moi. Ah ouais, je vais être amené à travailler sur tel dossier. Tiens, il y a tel partenaire dans cette entreprise-là. Vraiment, imaginez ça. Imaginez ça parce que déjà, ça peut vous faire du bien aussi de vous projeter sur ces choses qui sont positives et encore une fois dans votre communication, c'est ce que vous allez faire passer. Que vous êtes déjà une personne qui est, pratiquement dans l'entreprise, prête à y aller. Ensuite, moi ce que je vous conseille, quand vous allez vous entraîner donc pour votre préparation à l'entretien, une fois que vous avez déterminé les arguments, formulez-les à voix haute. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre ce que vous allez dire. Et en fait, le stress, il vient aussi parce que on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer. Sauf que si déjà vous vous entendez répondre aux questions, bah, c'est déjà un petit peu comme si vous entendiez un bout de l'entretien. Pas tout, bien sûr, mais un bout de l'entretien. Et ça va être rassurant parce que vous allez être dans quelque chose qui va commencer à être connu. Vous entendrez encore plus voilà, en entretien, vous allez répondre ça. Voilà comment ça va se passer quand vous aurez cette question-là. Donc ça aussi, ça peut vous permettre de baisser un petit peu en pression, de diminuer un petit peu en stress. Ensuite, j'ai envie de vous rappeler aussi une chose très importante, c'est que le stress, alors ce qui peut faire stresser, c'est de se dire, le recruteur va voir que je suis stressé. Oui, bah oui, mais en même temps, le recruteur voit ça avec tous les candidats. Je connais pas de recruteur qui croirait un candidat qui cache complètement son stress. Au contraire, il va se dire que ça cache quelque chose. Il y a quelque chose de pas clair. Pourquoi? Parce que l'entretien, forcément, ça stresse. Et je peux vous garantir, pour avoir déjà accompagné des recruteurs sur, eux-mêmes leur propre, recherche d'emploi, ils stressent, à fond, hein. Ils stressent vraiment à fond. Tout le monde stresse. Regardez les candidats aux élections présidentielles, ils stressent aussi, ils sont pas sereins dans les débats. Tout le monde stresse, quel que soit son métier, son statut, son expérience. Et surtout le stress, donc c'est ça que je voulais vous dire, certes, il va être visible au début de l'entretien, mais ça va s'estomper. Pourquoi? Parce que ce qui stresse surtout, c'est au démarrage, quand on n'est pas encore dans l'échange, quand on ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer, qui est ce recruteur, quelle va être son attitude, sa personnalité. Mais une fois que ça démarre, en fait, vous êtes plus concentré sur votre stress, vous êtes concentré sur vos réponses, les questions, qu'est-ce que vous dit le recruteur. Donc, en étant moins concentré sur le stress est beaucoup moins perceptible de votre côté comme du côté du recruteur. Et puis, rappelez-vous, enfin, dernier point, le recruteur aussi, il a du stress. Le stress de ne pas trouver la bonne personne, le stress de se tromper dans son recrutement. Lui, il arrive beaucoup mieux à le dissimuler. C'est plus facile quand même pour lui, mais il y a un gros stress du côté du recruteur. Donc vraiment, tous les 2 vous allez stresser. Donc le recruteur sait aussi ce que c'est que le stress. Donc voilà pour les conseils que je pouvais vous donner par rapport à ça. On a vraiment et je suis contente, de faire le tour de beaucoup de questions. Je vois une dernière main chez Stéphanie. Je prends une dernière question et puis on va s'arrêter quand même parce que ça fait un petit moment qu'on échange et puis, de toute façon, il va falloir aussi prendre du recul sur tout ce qu'on s'est dit pour pouvoir l'intégrer à vos préparations. Stéphanie, je Tout prends à ta fait. question, dis-nous. Merci. Je t'en Alors, prie. je reviens au niveau des candidatures pour une question pour une candidature spontanée. Oui. Est-ce que il vaudrait mieux passer directement par le site donc de l'entreprise quand et faire une candidature spontanée directement, ou alors si jamais j'ai par exemple l'adresse mail d'un PDG, envoyer un mail directement au PDG, ou alors me connecter sur l'entreprise et faire une candidature spontanée. Qu'est-ce qui est le mieux? Bah, si le site de l'entreprise propose de candidater en spontané, ça veut dire qu'ils sont ouverts à la démarche et qu'ils sont dans la réception de cette démarche. Donc encore une Oui, fois, il ne faut pas griller les étapes. d'accord, ok, Si donc ok. si tu as ça sur le site de l'entreprise, mais c'est pas comme ça sur tous les sites d'entreprise. Déjà, c'est pas tous les sites d'entreprise qui mettent leurs offres d'emploi. Certaines les mettent, donc OK, mais toi, tu me parles d'une candidature spontanée. Certains sites d'entreprise proposent justement de candidater de manière spontanée. Mhm, Si tu as pas ça, si tu as pas cette option-là sur le site, à ce moment-là, effectivement, tu peux jouer sur ton réseau. Donc je pense pas forcément directement au PDG parce que, c'est pas forcément leur rôle premier que de recevoir les CV et au contraire, ça peut les oui, déranger plus qu'autre chose, surtout s'il y a des tout à personnes fait. au service RH, par exemple, dont c'est plus la fonction. Mais si, par exemple, tu es sur LinkedIn et que dans ton réseau, bah, tu as des recruteurs de telle entreprise ou des personnes du service RH de telle entreprise, bah, vas-y, Mhm, d'accord, vas-y. ok. Mais Donc j'ai bien compris. tu D'accord, tu peux leur demander avant, justement, pour utiliser ton réseau, «Je voudrais vous proposer ma candidature de manière spontanée. Est-ce que vous me confirmez que c'est à vous que je dois l'adresser?» Et là, comme ça, d'accord. en plus, si c'est pas la bonne personne, tu auras la bonne Mhm, information. tout à Mais fait. D'accord. ouais, il faut vraiment essayer au max de faire jouer les procédures qui sont déjà en place.
D'accord, super, merci. Et il y C'est a une clair. autre main qui s'est levée. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous. Si le recruteur, il te pose la question, comment réagir, aux moments difficiles et tout, Ouais. des missions qu'il te donne et tout, comment répondre, Tu as s'il bien vous fait de me plaît? poser la question, je voulais l'aborder, je l'ai pas abordée. En plus de toutes les questions classiques qu'on a traitées là, bon, il y a des questions aussi qui peuvent être un petit peu déroutantes. Là, c'est plus pour, tester votre réaction. Dans certaines situations, le recruteur parfois a pour pratique de pousser un petit peu les candidats dans leur retranchement pour vous stresser un petit peu ou peut-être même vous agacer pour voir comment vous gérez ça. Mais il y a aussi, alors c'est pas une pratique générale, hein, ce que je vous dis là, mais par contre ce qui se pratique davantage, c'est vous proposer une situation. Tiens, si vous arrive ça, vous êtes sur le poste, il vous arrive ça, comment vous procédez, comment vous réagissez? Racontez, étape par étape. Si il vous propose une situation difficile, OK, bon, si j'ai cette situation, voilà comment je vais l'analyser. Donc il y a peut-être de l'observation pour analyser les différents éléments. En fonction des urgences, vous allez peut-être prioriser telle chose. Faut dire par rapport à cette urgence-là que j'ai analysée, je commencerai par ça, pour telle raison. Faut pas juste dire: «Je vais faire ça, je vais faire ça». Non, je vais faire ce choix-là pour telle raison. Ensuite, je vais aller vers ça ou je vais aller vers telle personne ou je vais faire remonter l'information. Mais il faut toujours expliquer pourquoi vous allez procéder de telle manière. C'est ça qui est important pour le recruteur. Si vous lui dites juste: «Je vais faire ça, je vais faire ça», il ne peut pas comprendre pourquoi vous avez décidé de ça et c'est surtout, la manière dont vous réfléchissez dans la situation qui va l'intéresser. D'accord, merci. Bah, je t'en prie. On arrête là pour les questions et je pense qu'on a fait le tour de beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions que vous vous posiez et j'en suis ravie. Maintenant, il va falloir faire une sieste, hein. Il va falloir vous reposer parce que là, on a vu beaucoup, beaucoup de choses. Mais vraiment, je suis contente d'avoir pu vous apporter ces éléments-là, d'avoir pu répondre à vos questions. Je rappelle une dernière fois que pour les questions qu'on a abordées, toutes ou peut-être quasiment toutes, il y a déjà des vidéos là-dessus sur ma chaîne, donc je remets les liens juste en dessous pour que vous puissiez les retrouver. Moi, vraiment, j'ai passé un bon moment. De toute façon, moi, j'adore parler d'entretien d'embauche. J'ai passé vraiment un bon moment avec vous, à vous écouter, à partager un petit bout de votre expérience avec vous et à pouvoir rebondir sur, voilà, ce qui vous pose question, ce qui vous inquiète aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi et que ça vous Oui, apporte. également. Oui. Bah, c'est super. Écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vous dis bon courage pour vos démarches et puis comme d'habitude, hein, on se retrouve en vidéo.